Je voudrais vous demander, Bon, on part? Monsieur Palan, non, Non. là on ne tourne pas encore. Si tu me dis quand on peut y aller. Ça tourne. Bien. Je me nomme Charles Palan. Mon vrai nom, c'est le nom de mon père, de mes pères, si j'ose dire. Hein, Palant étant un mot polonais, d'ailleurs. Hein, donc, c'est pas un nom trapiqué. Je suis né en septembre 1922 à Paris. Mon premier domicile se situait rue Ramponneau, à Belleville. Mes parents étaient fraîchement immigrés, c'était des Juifs venus de Pologne, mais qui avaient eu un parcours un peu plus complexe, sur lequel je reviendrai peut-être tout à l'heure. Et nous étions là, le quartier était peuplé en grande part d'immigrés. Tout de suite après la Première Guerre mondiale, la France avait besoin de main-d'œuvre, c'est-à-dire que la question du travail ne se posait pas. Dès qu'on arrivait, on avait du travail dans quelque métier que ce soit. Même s'il fallait changer de métier, ce qui n'était pas grave. C'était aussi une terre de liberté par rapport aux endroits d'où venaient les immigrés qui avaient fui la misère ou l'oppression, ou les deux. Et boulevard de Belleville, on pouvait se promener en parlant yiddish sans crainte de prendre un mauvais coup. Dans l'autobus, on pouvait déplier le journal imprimé en yiddish. Et en semaine, on avait du boulot. J'ajouterais simplement que, étant enfant, j'ai attendu d'être à l'école pour savoir qu'il y avait 4 saisons dans une année et pas 2. Je croyais longtemps qu'il n'y avait que 2 saisons. La saison et la morte-saison. La première, pendant laquelle il fallait abuser de rien, pour n'être pas contraint pendant la seconde à se priver de tout. Et à l'école, j'ai appris qu'il y avait 4 saisons. Depuis, je ne compte plus mes printemps, mais c'est une autre histoire. Alors, quel était le métier de votre père et combien étiez-vous de frères et sœurs? Mon père était ouvrier tailleur pour dames. Il était un mécanicien, parce qu'il travaillait à la machine à coudre. J'étais le 3e enfant de mes parents. J'étais né quelques mois à peine après l'arrivée de ma mère en France, qui était venue un petit peu plus tard que mon père. Elle avait d'abord gagné de quoi payer le voyage. Et donc, j'avais un frère qui avait 9 ans de plus que moi, et entre nous deux, il y avait une sœur, hélas disparue accidentellement, alors que j'avais 2 ans, donc je n'ai j'ai pratiquement pas de souvenir de cet enfant-là. Il y a eu après moi 2 autres enfants, une sœur qui a été déportée avec moi, elle avait 17 ans, et un frère plus jeune, qui, par bonheur, est toujours près de moi. Il a 5 ans de moins que moi. Nous sommes les 2 survivants de la famille. Comment s'appelle votre fratrie? Comment s'appelaient vos frères et vos sœurs? Alors, mon frère aîné s'appelait Jean. Il s'appelait exactement John Harry, parce qu'il était né à Londres en 1913. La petite sœur disparue s'appelait Paulette. Mes frères et sœurs plus jeunes, ma sœur déportée s'appelait Lily. Et mon jeune frère, j'ai dit mon jeune frère parce qu'il est toujours plus jeune que moi, s'appelle toujours Max. Et nous sommes donc maintenant restés tous les 2. Et d'où venait votre famille? D'où venait votre père? Mon père venait de Pologne, d'un gros village près de Radom, qui est une ville importante en Pologne, encore aujourd'hui, et qui est entré dans l'histoire, ce village, à cause d'un pogrom sanglant qui s'est déroulé plus tard. Donc ce village s'appelait Pchetik, c'est avec un tas de R et de Z que je me garderai bien de vous épeler. Et ma mère était native de la ville d'où sont sortis tous les grands humoristes de Pologne, et peut-être même d'Europe de l'Est, et qui est également entré dans l'histoire en devenant un haut lieu de l'extermination des Juifs. C'était Chełmno, qui figure parmi les grands noms quand on regarde la carte des camps d'extermination. Donc... Votre père était un militant?
Ma mère avait connu mon père un soir qu'une de ses amies lui a dit « Je t'emmène dans une réunion, clandestine bien entendu comme elles étaient toutes. Tu vas y entendre un jeune homme qui sort de prison mais dont on dit qu'il parle bien. » C'était la première rencontre. Le jeune homme, c'était mon futur père. Et la jeune fille, c'était ma future mère. Je dis tout de suite, pour pouvoir y revenir, qu'en 1945, au siège des jeunes de l'ALICA, j'étais le déporté à entrer. Je ne suis pas le seul, mais j'étais le déporté en charge de responsabilité presque tout de suite. Je racontais donc ce que j'avais à raconter aux gars et aux filles de l'époque, et dans la salle, il y avait une petite jeune fille qui allait devenir ma femme. Donc nous nous étions rencontrés un peu dans les mêmes conditions que s'étaient rencontrés mes parents. Votre père était donc militant Mon père avait été copé de quelques années de prison, je crois un peu plus de 2 ans, pour son activité dans les cercles libertaires du début du siècle. Et ce qui allait connaître un relatif essor, les anarchistes, ni Dieu ni maître, bien. Comme ils n'avaient connu que des dieux sévères et des maîtres injustes, ils étaient portés, ces jeunes gens-là, à rejeter l'un et l'autre. Et donc oui, mon père avait été un militant dans sa prime jeunesse, puisque à 20 ans, il avait déjà fait 2 ans et demi de prison avant de rencontrer ma mère. Et puis, cette militance, cette appartenance à la militance, l'a suivi toute sa courte vie. Il est mort, il avait 44 ans. Alors, difficile de dire ce qu'il serait devenu s'il avait vécu aussi longtemps que moi je vis, par exemple. Mais j'ai le souvenir enfant qu'autour de mon père, autour de la table familiale, se tenaient des réunions où revenaient les termes de classe ouvrière, de patronat, de grève, de morte-saison, de métier, de droit, d'injustice. C'est le langage par lequel j'ai appris à parler. Et je dois dire que maintenant que j'ai plus de 80 ans, ces termes ont toujours une valeur sacrée pour moi quand le monde du travail, celui des aspirations à la justice, je ne sais pas, la tolérance, j'aime pas le mot, je combats l'intolérance, mais je préfère les mots liberté au mot de tolérance. Et je suis resté moi-même, depuis toujours, un militant, pas au sens étriqué du mot, mais c'est-à-dire, je dirais mieux, un être engagé. Hein? Et pour s'engager, il faut des certitudes. Et ces certitudes, le temps permet de les transformer en convictions. Alors on rejette les moins belles, les moins bonnes. On se confirme celles qu'on croit les plus justes. Mais l'engagement est une chose permanente. En 3 mots, dans un village de vacances, un animateur avait un jour inauguré un jeu, pas un jeu, mais enfin une distraction. Chaque matin, il interviewait un des vacanciers pour lui faire raconter sa vie. Et puis, on lui avait indiqué que je pourrais avoir peut-être quelque chose à dire. Il va interviewer, donc au micro, face aux 200 ou 300 personnes qui étaient là. Et au terme de l'entretien, il m'a dit, il faut que je me pose une question que d'autres m'ont posée. Que signifie exactement, je le sais, mais dites-le moi encore, que signifie exactement le numéro que vous avez sur l'avant-bras? Et savez-vous la réponse que je lui ai faite? Je lui ai dit, c'est une inscription, c'est l'anti-Ponce Pilate. Quand il se passe une injustice quelque part et que je suis tenté de retrousser mes manches pour en laver les mains, ce numéro me rappelle que ça me concerne. Et voilà
la signification du numéro que je porte sur le bras. Je pense que pour le reste, les adultes qui sont ici n'ont pas besoin d'explications complémentaires. Donc, c'est cette filiation dans l'engagement que j'essayais de vous rendre et à travers une ou deux anecdotes, mais finalement c'est ça la vie. Vous parliez quoi à la maison? Vous parliez yiddish, français? Vous parliez... C'était quoi l'atmosphère? Vous viviez dans La quelle... langue véhiculaire, si j'ose dire, hein, était le yiddish. C'était le yiddish, oui. Et je me rappelle, j'ai perdu mon père très jeune, mais le premier livre d'histoire que j'ai eu, je le lisais à mon père en le traduisant et il m'expliquait le sens des événements dont lui avait eu connaissance par d'autres livres que moi je ne lisais pas. Je dois encore avoir à la maison, malgré les pillages, malgré la spoliation, je dois avoir encore 2 ou 3 livres en yiddish, des livres théoriques qui se promettent de convaincre les gens qu'il faut transformer le monde. Et donc c'était quoi l'atmosphère chez vous à la maison? Votre père travaillait à la maison, il travaillait chez un patron? Mon père, à tour, travaillait à l'extérieur et travaillait à la maison, comme ça se faisait beaucoup à la maison. Alors, quand on travaillait à la maison, il y avait 1 ou 2 machines à coudre. Il y avait la table définisseuse, celle qui posait les doublures dans les vêtements. Et ma mère qui menait, dont on dit que c'est une femme qui ne travaille pas, comme si elle avait 4 enfants, n'était pas travaillée. Mais ma mère chantait et enchantait tout autour d'elle. Et mon père, c'est le souvenir, j'en ai gardé, hein, et je ne l'ai pas gardé longtemps, mon père. Mais j'ai toujours le souvenir qu'il était une sorte de référence. On venait s'entretenir avec lui. Quand le dimanche après-midi, on prenait le thé avec le gâteau au fromage ou le gâteau aux pommes que ma mère avait fait, les entretiens étaient toujours sur des sujets sérieux. Mais on riait aussi. On riait, mais on ajoutait des choses sérieuses. On prévoyait. Puis des fois se passait, souvent se passait pas. On commentait ce qui s'était passé. Et il y avait à la fois c'était toujours des entretiens de lucidité, à la recherche de la lucidité, hein, entre gens simples. Mon père racontait volontiers qu'il avait appris à mieux écrire et à mieux lire pendant qu'il était en prison. Et la prison a souvent été l'antichambre du savoir pour beaucoup de gens en ce temps-là. Hein? Est-ce que pour vous, à cette époque, il y avait un sentiment très fort de francité? Vous alliez à l'école communale. Est-ce que vous étiez partagé? Comment vous étiez quoi? Un petit Français? Vous étiez un petit Français juif? Vous étiez un petit Français juif engagé, plutôt de gauche? C'était quoi cette enfance avant 36, avant la mort de votre père? Avant la mort de mon père, bien. Je vous disais que nous vivions dans un village. Nous habitions au 30 de la rue. L'école était au 60. De la rue Ramponneau. Donc, de la même rue, bien. L'école communale était un lieu de conquête de soi, hein, un lieu d'émancipation pour les enfants, dont une bonne proportion n'avait vécu jusqu'à là qu'en yiddish, en italien, en roumain, en hongrois. Les immigrés étaient nombreux. L'école était à la fois émancipatrice par le pouvoir, par le savoir qu'elle dispensait avec générosité, hein, mais les cours d'histoire de l'école. Essayons d'imaginer ce qu'est un cours d'histoire à l'école communale. Hein. Quand à 10 ans, on commençait à vous parler des droits de l'homme, de l'égalité entre les citoyens,
Quand à 11 ans, on promet ses premières véritables leçons sur la Révolution française, hein, des noms, Danton, Robespierre, c'est des choses qui habitent encore l'esprit 75 ans après. Donc, l'école, avec cette ambition d'arriver au certificat d'études qui était le diplôme des enfants du peuple. Et puis les enfants, hors l'école, s'élevaient beaucoup dans la rue. Les rues étaient moins dangereuses, les appartements étaient petits, les immeubles étaient exigus, les habitations étaient serrées. Souvent dans 2 pièces, on habitait et on travaillait. Donc c'est la rue. Et par la rue se créaient des camaraderies, des fraternités, qui souvent durent encore dans la mesure où les gens n'ont pas disparu. Les parents devenaient des amis inséparables, par les enfants. Hein. Essayez d'imaginer ce qu'était une distribution des prix à la fin de l'année scolaire, où les enfants, tous habillés de leurs plus beaux atours, étaient dans le préau. Il y avait une estrade sur laquelle on faisait monter les parents des prix d'honneur et les prix d'excellence. La moitié au moins étaient des parents d'enfants, des parents étrangers d'enfants de France. Et il y avait le discours du directeur d'école ou du conseiller municipal qui venait envoyé par la mairie. Il y avait 30% des parents qui ne comprenaient pas un mot. Ils savaient seulement qu'ils devaient l'honneur d'être sur l'estrade au bon travail de leurs enfants et que c'était l'école de la République. Donc pour vous, c'était quand même quelque chose de fondamental. Vous étiez d'ailleurs un élève plutôt brillant. Oui. Vous avez eu le certificat d'études. Ah oui. Une fois le certificat d'études acquis, les enfants de riches, il y en a quelques-uns qui allaient au lycée. Il fallait être un enfant de riche. Alors, les enfants de riches, il n'y en avait pas beaucoup parmi les pauvres. Hein. Et c'est pas difficile. Dans notre entourage, nous connaissions un étudiant. Ben, je vous donne ma parole que je suis incapable de dire comment il s'appelait. Parce qu'on disait l'étudiant, ça suffisait pour savoir de qui on parlait. Dans cette France-là, il y avait moins de 50 000 étudiants. Il y en a plus de 2 millions aujourd'hui. Oui. Donc voilà, c'était à la fois le village avec les gens cultivés étaient plus des gens qui avaient le respect de la culture que la possession de la culture. Il y avait, bien sûr, la noblesse des sentiments, la générosité des engagements, il y avait tout ça. La solidarité qui jouait. Hein. J'ai le souvenir, moi, quand j'étais gosse, je sais pas, moi, 2 ou 3 fois par mois, on couchait sur le matelas qu'on avait mis par terre. Parce qu'il était arrivé, des gens, des proches, mais des gens même qu'on ne connaissait pas, qui venaient d'arriver. Et le temps de les accompagner au commissariat, premier papier, bien. Il y avait aussi cette période, dans les années 25, 30, 33, la montée des fascismes, hein, l'Italie fasciste, le danger hitlérien, puis l'avènement d'Hitler, la tentative de putsch fasciste en 1934 en France, le mort qui avait été tué rue de l'Orion, à 50 mètres de la rue Ramponneau. Il y avait eu un mort. Vous savez ce que c'est un mort pour un enfant qui n'en a jamais vu? La mort est une chose tout à fait inconnue. Et alors, un mort, on avait tué un mort. Pourquoi? Parce qu'il était opposé au fascisme. Donc, on grandissait avec l'idée que le fascisme, c'est le danger mortel. Ouais. Il n'y avait pas besoin d'un cours, il n'y avait pas besoin d'adhérer à aucun parti pour ça. C'était dans la nature des choses. Et est-ce qu'il y avait aussi la notion que le fascisme était un danger mortel pour la civilisation en général et pour les valeurs auxquelles vous étiez attachés, mais est-ce qu'aussi il y avait le sentiment d'un danger plus précis, plus imminent à l'encontre des familles juives, à l'encontre Est-ce qu'il y avait ce sentiment-là? Le fascisme italien, depuis 1923, hein, n'a pas évoqué de danger antisémite, puisque d'abord en Italie, il n'y avait pas ainsi dire pas de juifs. Hein, et puis c'était tous des juifs assimilés. Pourquoi? Parce que l'Italie était un pays pauvre, c'était pas un pays d'immigration. Les Italiens quittaient l'Italie.
Les immigrés n'allaient pas en Italie pour se fixer. Bien. Donc, pas de perception antisémite de l'Italie. Mais il y avait la Pologne des colonels. Hein. Il y avait la Roumanie avec ses pogroms. Il y avait la Hongrie avec son pouvoir fascisant. Hein. Les croix fléchées, c'était des fascistes. Bien. Mais pour vous, rue Ramponneau, pour vous, est-ce que c'est un sentiment de précarité particulier lié à votre identité? Oui. Enfin... La précarité était à la fois économique, elle était aussi, si j'ose dire, culturelle. Hein, parce que nos parents possédaient peu la langue française. Hein. La généralisation de la TSF, comme on disait, c'est-à-dire la possession d'un poste de radio. Ça date des années 35-36. Hein. Je me rappelle quand, avec mon frère, nous étions cotisés pour offrir la TSF à ma mère. Elle a dit « Je veux une TSF où on entend la Tosca ». Parce qu'elle ne faisait pas culturellement une grande différence entre la TSF qui amenait du son de loin et le phonographe qui amenait du son à la demande. Il a fallu un moment d'adaptation, même fugace, mais ça m'a laissé un souvenir. Eh bien, la précarité venait, et puis il y avait aussi les parents restés au pays. Hein. C'était une période très brève, en l'entre-deux-guerres, c'est un entracte. Hein. Début des années 20, l'immigration, puis le début des années 30, la montée du fascisme, de l'hitlérisme. Donc ça se passe presque sans discontinuer. Et en accéléré, parce qu'on a l'impression que... Et ça s'accélère. On a l'impression aussi que pour vous, toute la période qui précède en fait 1939, il y a à la fois l'entrée dans la vie professionnelle... Et avec la montée, avec l'avènement de l'hitlérisme, l'antisémitisme est une question qui nous colle à la peau, qui ne nous lâche plus, ni le jour ni la nuit. On voit arriver des réfugiés qui ont réussi à fuir. Mais les récits que font la presse, y compris la presse yiddish, que fait la TSF, justement, des horreurs qui se passent en Allemagne, ça nous glace les sangs. Hein. Les revendications présentées par Hitler, la lâcheté des gouvernements occidentaux qui vont céder sur la Ruhr, céder sur l'Autriche, céder sur la Tchécoslovaquie, céder jusqu'à 1939. Tout ça en 5 ans, de 1933 à 1938. C'est le temps d'une législature ici, vous comprenez? Donc ces pages d'histoire sont des pages courtes, tragiques mais courtes. Et puis, la résistance française au fascisme, l'échec des fascistes en 1934, les pactes d'unité d'action entre socialistes et communistes d'abord, puis le pacte du Front populaire avec le Parti radical, et le succès électoral du Front populaire, c'est le milieu de 1936. Tout à coup, une embellie dans la vie des pauvres. Les salaires qui augmentent. Moi, je travaille déjà. En 1936, oui. Je suis maroquinier. Je suis plus qu'un apprenti déjà, puisque j'ai commencé à travailler en 1935. Je suis ce qu'on appelait à l'époque une petite main. Mais j'étais plus qu'une petite main. Parce qu'entre le certificat d'études et le moment où j'ai commencé à travailler, j'avais été pendant 6 mois au cours complémentaire commercial, je savais écrire une lettre. J'étais un élément très utile pour mon patron, qui était aussi un juif immigré, et qui employait 4 personnes. Hein. C'était pas Renault. Hein. Il était où l'atelier? Il était où l'atelier? Je lui suis devenu immédiatement indispensable. Hein. Il ne tarissait pas des loges quand il rencontrait ma mère, qui était en face. J'habitais en face. Je savais aller téléphoner. Le téléphone, c'est une chose rare, on n'imagine pas. Il y avait des petites entreprises qui n'avaient pas le téléphone. Aucun des petits patrons n'avait une voiture. On est sur une autre planète à cette époque. Hein. Et moi, donc, je suis relativement dégourdi, je m'exprime plutôt moins mal qu'un autre. Je sais écrire une lettre, je sais parler à un client, et je sais faire mon métier aussi. Je deviens rapidement un presque ouvrier accompli dans ce petit atelier. Et quand arrive 1936, les affaires avaient été très difficiles, mon patron avait connu des revers. Finalement, il doit se séparer
de tout son personnel à l'exception de moi. Et il va faire travailler une ou deux personnes, mais à l'extérieur. Ce qui fait que je suis le seul présent dans ce petit atelier. 1936, le succès électoral, et puis une vague de grève, partie des grandes entreprises, et quelque chose d'historique, on fait la grève et on reste dans les entreprises. Dans les grandes entreprises, les travailleurs restent dans l'entreprise, dans les moyennes aussi, dans les grands magasins qui s'arrêtent. Le personnel, les vendeuses, les manutentionnaires restent dans l'entreprise. Les syndicats connaissent un essor extraordinaire, mais quand on reste 24 heures sur 24 dans l'entreprise, on ne fait pas que discuter politique en se tapant la tête contre les murs. Alors on danse. Hein, ceux qui savent jouent de l'accordéon. Les gens de l'extérieur apportent des paniers repas. Et ces grèves sont en même temps qu'un combat sans précédent, une fête sans précédent. Parce qu'on sent qu'il va, en quelques jours, il va se passer des choses. Mais vous l'avez vécu ça de façon individuelle, enfin, vous l'avez... La grève éclate dans la maroquinerie également. Presque tous les métiers ont été touchés. Un après-midi, en fin d'après-midi, on frappe à la porte et deux messieurs se présentent, qui pour moi étaient des vieux, ils avaient au moins 30 ans. Et moi j'en avais 15. Et ils demandent à parler au personnel. Alors le patron, le personnel, c'est lui, il me montre. « T'es tout seul ici ?» Je dis « Oui, je suis tout seul. » Ils se regardent tous les deux, ça ne savent pas trop quoi faire, quoi dire. Et puis un des deux me dit « Mais tu sais, dans la maroquinerie, c'est la grève générale. Toutes les entreprises s'arrêtent. » Il ne me dit pas d'arrêter, mais il dit « Toutes les entreprises s'arrêtent. » Et je lui dis le plus naturellement du monde, ben, si elles s'arrêtent, je m'arrête. Et je me tourne vers mon patron, je lui dis, écoutez, je crois que je suis en grève. Alors il dit, ah bon? Il n'y voyait pas d'inconvénient. C'était lui-même un ancien mineur, hein. C'était pas le patron au sens où que le Figaro donne à ce mot, hein. Bien. Et alors je vais me laver les mains, j'avais les mains pleines de colle, hein, dans la maroquinerie, on me lave les mains. Il dit, alors qu'est-ce que je fais? Ils me disent, tu viens avec nous, si tu veux, on va à la Bourse du Travail. Et le patron me dit surtout, tiens-moi au courant, hein, pour que je sache quand la grève s'arrête. Et alors nous voilà partis. Bien, alors de Belleville, on descend jusqu'à la République, à la Bourse du Travail, rue du Château d'Eau. À la foule, tout est en grève. Hein, bien. Tout est en grève, et ce qui est formidable quand on fait un peu d'histoire, il y a eu en 1936 3 fois moins de grévistes qu'en 1968. La totalité des grévistes de 1936 était 3 millions. Il y en a eu 9 millions en 1968. Mais la puissance, l'immédiateté de ce mouvement. Et puis il faut dire aussi la justesse de ce que demandaient les travailleurs en grève. 3 mois avant les élections, il y avait 1 million de chômeurs en France, dans la France qui comptait moins de 40 millions d'habitants. Il y a eu des marches de la faim. Les travailleurs se mettaient en route derrière des banderoles sur lesquelles il y avait écrit en grand « Nous avons faim » et venaient de la grande banlieue, sinon des départements du Nord, marcher sur Paris. Sur le boulevard de Belleville, tous les jours s'arrêtait la roulante. La roulante, c'était un truc municipal qui s'arrêtait et une file se formait tout de suite sur le trottoir et on distribuait de la soupe chaude à des gens qui n'avaient pas de quoi manger. C'était ça la France de 1935. Alors, le Front populaire, le carcan qui éclate, une embellie dans la vie à tous. En ce qui nous concerne, les immigrés, donc les juifs immigrés, il va sortir du fond des cours des travailleurs clandestins. Aujourd'hui, on dirait des sans-papiers. Il va se révéler des ateliers clandestins, des hôtels clandestins, des restaurants clandestins, où des immigrés non régularisés se cachent pour vivre, pour manger, pour travailler. Il y a toute une économie souterraine de gens pauvres, de gens qui survivent et que le Front populaire va libérer.
Donc, c'est ça, je voudrais que vous respiriez cet air qui tout à coup se met à souffler. Que vous restituez d'ailleurs vraiment remarquable. Mais vous qui arrivez à la Bourse du Travail, donc vous avez 15 ans, vous. On adhère par milliers au grand syndicat français réunifié, la CGT. Il n'y a plus qu'une seule CGT. Hein. Il y avait deux faibles centrales syndicales, la CGTU et la CGT, nées d'une rupture dans les années 20 et qui se réunifient et qui deviennent la grande force qui va négocier avec le patronat pendant plusieurs jours et plusieurs nuits et conclure au siège du gouvernement les accords qu'on appellera les accords Matignon. La semaine de travail est ramenée à 40 heures. Les salaires les plus bas sont presque doublés. 2 semaines de congés payés. On va pouvoir s'en aller se reposer 2 semaines sans perdre son emploi et tout en étant payé. La liberté syndicale, des conquêtes extraordinaires dans l'histoire du pays. Mais vous, du haut de vos 15 ans, là, qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? Vous êtes délégué? Vous êtes syndiqué. Militant? Je vais vous raconter des choses qui vont vous amuser et intéresser. Un panneau porte inscrit « Demain matin, réunion des délégués ». Moi, je me dis, si je ne viens pas à la réunion des délégués, je ne saurai jamais si la grève dure encore, si elle se termine. Le lendemain, je viens donc à cette réunion, qui est beaucoup plus restreinte que les grands meetings de masse. Et alors, pour entrer, on se met en rang et chacun s'inscrit, en disant son nom, délégué de quelle maison, combien, etc. Bien. Moi, je vous ai dit que j'ai grandi après. Hein. J'étais donc entre deux hommes qui étaient nettement plus grands que moi. Celui qui est devant donne son nom, l'entreprise où il travaille. Et puis le camarade qui est assis derrière la table passe à celui qui est derrière moi. Et je dis, alors et moi, on ne m'inscrit pas? Et tu es délégué? Et avec ma superbe, je reprends, bien sûr que je suis délégué. Tu as été élu? Et je dis oui. Et par qui? Je dis par tout le monde. Il dit, vous êtes combien? Je dis, je suis tout seul. Et Moblin introduisait plus jeune délégué de Paris. Et quand la tribune se constitue, parce que la réunion va commencer, alors on appelle des militants aguerris, connus, et on appelle le plus jeune délégué du métier. Et c'est comme ça que je monte pour la première fois à une tribune face au public des délégués de la maroquinerie. Et on va apprendre que les négociations se poursuivent. 48 heures après, elles vont se conclure, avec les avantages dont j'ai parlé tout à l'heure. Et le responsable du syndicat, qui a longtemps est resté un de mes bons camarades, il m'a fait connaissance après la guerre et tout ça, il me dit, est-ce que tu voudrais dire dans le contrat collectif le passage qui concerne les apprentis? Je dis oui, pourquoi pas. Alors on donne connaissance à la réunion générale, à l'Assemblée générale des travailleurs, de la conclusion des accords négociés. Et en ce qui concerne chaque spécialité, il y avait un ouvrier concerné qui venait rendre compte. Et quand on est passé aux apprentis, alors on me donne la parole. Il y a là plus de 3000 personnes dans la grande salle de la Bourse du Travail. Mais ça m'impressionne, mais ça ne m'émeut pas. Et je donne lecture du passage, et j'apprends en même temps les avantages dont je vais bénéficier. Et puis bon, tout le monde applaudit, on est d'accord, on adopte le contrat, la grève est finie, demain matin, tout le monde au boulot. Moi, je rentre me coucher, le lendemain, je vais au travail. Mais quand je suis rentré à midi, ma mère, elle me dit, mais qu'est-ce que tu as fait hier soir? Tout le quartier est en ébullition. L'épicier, le boucher, le cordonnier, tout le monde parle que tu as parlé devant des milliers de gens. Ben, je dis oui, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. Moi, je n'y avais pas vu. Plus de malice, je sentais bien qu'il y avait mais les circonstances étaient exceptionnelles, je n'avais pas besoin d'être moi aussi exceptionnel. Et c'est comme ça que je suis devenu délégué syndical. Par la suite, dans l'entreprise, il y a eu plus de 20 personnes. J'en étais tout jeune, le seul cadre dans le travail. J'étais en blouse blanche, hein, mais j'étais toujours délégué syndical. Et ça ne m'a pas quitté. C'était quand même une vie très sérieuse, enfin très...
Enfin, vous avez 15, 16, 17 ans, 18 ans? Oui, j'étais à la fois très sérieux et doté d'un assez solide humour que ma mère m'a transmis. Je vous ai dit que ma mère chantait, riait, était pleine d'humour. Donc, ça veut dire que vous alliez à la piscine, vous dansiez, vous, enfin, je veux dire, avant Bien sûr. 39, vous alliez à Où quelle se piscine? rencontraient les jeunes? Oui, où? Où se rencontraient les jeunes? Le bal. C'était le seul endroit où les jeunes se rencontraient, où des garçons et des filles se côtoyaient. Parce que c'était pas à l'école, pas dans le travail, parce qu'on n'était pas là pour s'amuser. Dans les quartiers, et puis le bal. À 16 ans, on s'inscrivait dans un cours de danse. Et pendant 2 mois, on apprenait le tango, le foxtrot, la béguine et la valse. Et puis on allait danser. Et c'était le lieu où se nouaient des relations entre garçons et filles, mais entre copains et copines. Hein. Tous issus de milieux modestes, hein, tous en possession du désir de vivre qu'on a à cet âge-là, et tous de conditions, je ne dirais pas prolétariennes, mais en tout cas ouvrières. Hein, ouvrières. Vous y allez avec votre sœur, votre frère, enfin... Bah, mon frère et ma sœur sont beaucoup plus jeunes que moi, ils vont à l'école. D'accord. Vous savez, une de mes fiertés, mais c'était le cas de tous, hein, j'étais pas une exception, c'était chaque samedi de ramener la paye sur la table. Votre frère aîné travaillait aussi? Mon frère avait 9 ans de plus que moi, hein. Donc il avait un métier confirmé, hein. C'était un homme, et il était coupeur, et plus tard coupeur modéliste dans la confection pour dames. Il était le subrogé chef de famille. Hein. Et on faisait ce qu'il faut pour que la marmite puisse être bouillie, et dans le respect et l'honneur, comme on dit. Hein. Bien. On n'avait pas conscience d'être pauvre. Hein. On savait qu'on n'était pas riche. Ben, on n'était pas pauvre puisqu'on vivait de notre travail. Hein. Modestement, mais tout le monde vivait modestement, en tout cas dans notre entourage. Et bien, le grand drame de l'époque, qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'en même temps que nous portions le Front populaire au pouvoir, en Espagne aussi, il y avait eu la victoire électorale du Front populaire, mais il y avait eu l'insurrection fasciste commandée par Franco, un trio de généraux qui a trahi la République, qui s'appelait Franco, Chiapodellano et Molla. C'est des noms que l'histoire a peu retenus, mais il suffit d'y regarder pour les retrouver. Et la guerre en Espagne va peser sur nous. D'abord, c'est à nos portes. C'était déjà la guerre du fascisme et de la résistance au fascisme, puisque tout de suite, Allemands et Italiens vont aller soutenir Franco, que les démocraties occidentales vont lâchement lui opposer la non-intervention, mais il va partir des volontaires, même des copains, qui sont un peu plus âgés que moi, mais qui s'engagent dans les brigades internationales. Quand vous dites des copains, c'est des gens, vous ne parlez pas de copains du Parti communiste, Non, enfin on ne parle pas du parti là. Pas du tout. On parle de... La notion de parti vient bien plus tard. Ça n'a... Enfin, il y avait quand même un Parti communiste. Avec oui, mais il n'y avait pas qu'un Parti communiste, il y avait aussi un Parti socialiste, il y avait aussi un Parti radical, sans parler des partis de droite. Mais avant le Front populaire, le Parti communiste avait 9 députés. Hein. Il devait avoir, je ne sais pas, 30 ou 40 000 adhérents. Bien. Les élections au Front populaire, ils passent de 9 à 72. 72 députés. Dans mon arrondissement à Belleville, c'est un ouvrier du bâtiment qui devient député. Il était membre du parti, mais il fallait bien présenter quelqu'un aux élections. Bon, il est ouvrier du bâtiment, c'est à peine s'il s'exprime bien. Hein. Il parlait du chaos pour dire le chaos. C'est dire quel était le niveau. Hein. Mais il est élu député dans la marée du Front populaire. Bien. Les socialistes deviennent 150. Impensable. Les radicaux sont presque autant. Et le premier gouvernement de Front populaire sera évidemment dirigé par le leader du parti le plus important représenté à la Chambre. C'est Léon Blum. C'est Léon Blum. Hein. Alors, je vous disais... Donc vous étiez donc quand même vraiment engagé. Vous aviez la vie mais de tout tous les le jours. monde était engagé. Oui, la vie supposait un engagement.
Ce n'était pas un engagement organisationnel, pas du tout. Pas du tout. Quand il y avait la fête de l'humanité, c'était la fête populaire, auquel les gens se rendaient, sans arrière-pensée et sans intention d'adhérer à quoi que ce soit. Hein, j'ai longtemps été considéré comme un militant communiste responsable. Quand on m'a posé la question au cours d'autres interviews, quand êtes-vous devenu communiste? Je dis, j'en sais rien. J'en sais rien, mais je ne me rappelle pas du temps où je ne me sentais pas communiste. Je devais avoir 5 ans. Vous comprenez? Le mouvement revendicatif appelait à des engagements qui ne se formalisaient pas. Il n'y avait pas besoin de se formaliser. On était dans la mouvance, dans la mouvance des travailleurs, dans la mouvance de ceux qui voulaient que le monde soit plus beau, dans la mouvance de ceux qui nous apportaient un peu de culture. Vous savez quel privilège c'était quand on avait 12 ans, 13 ans, d'aller écouter Paul Vaillant-Couturier, boulevard de Belleville, hein? C'était un des plus beaux intellectuels de la société française. Est-ce que vous imaginez ce qu'était le million de Parisiens qui a accompagné Henri Barbus au Père-Lachaise quand il est mort en 1935, hein, et que devant marchaient des jeunes avec des extraits de ses livres? C'est un univers auquel jamais on pouvait accéder. Il n'y a pas besoin d'adhérer à quoi que ce soit. On ne formalisait pas les choses, on les vivait. On les vivait. Donc la question que vous m'avez posée à plusieurs reprises, je ne sais pas un faux fuyant, je ne peux pas vous répondre autre chose que ce qui est vrai, que ce qui était. Oui. Alors, écoutez, un homme comme Aragon, à la fin de sa vie, Dieu sait s'il était engagé, il est membre du parti, membre du comité central. Il a écrit sur la fin de sa vie, le Parti communiste, j'en ai démissionné chaque soir, et chaque matin je m'empressais d'y réadhérer. Donc, même là, on ne s'embrigadait pas, on s'engageait, ce qui n'est pas pareil. Et la fidélité aux engagements, ça ne veut pas dire qu'on accepte d'être embrigadé. Hein, ça veut dire qu'on reste fidèle à ses origines, à son engagement. Et que l'engagement lui-même est un combat pour le vivre mieux, pour le vivre autrement. Avec, au milieu de gens honnêtes, de gens désintéressés, qui ne sont pas des carriéristes, qui ne viennent pas là quand on s'engage à faire du musical. Ouais. Alors c'est ce type de vie qu'il faut saisir. Bien sûr qu'il y avait des gens de qualité moindre, des gens de qualité plus, mais c'est toute la vie qui est comme ça. Dans votre immeuble, vous avez des voisins plus sympathiques que les autres. Pourquoi ne voudriez-vous pas qu'il en soit de même dans un parti, dans un syndicat, dans n'importe où, dans le travail? C'est la vie. Pour reprendre votre parcours, comment, en 1939, quand la guerre éclate, vous êtes où? Vous en êtes où? Alors, 1939, les étapes, hein. Tous les ans, le discours d'Hitler, le congrès de Nuremberg, la nouvelle reculade, la guerre d'Espagne qui, hélas, se finit par la victoire de Franco, qui voit arriver parmi nous des milliers et des milliers de réfugiés qui seront reçus comme des chiens, maltraités, et plus tard livrés aux nazis d'ailleurs, hein. Et puis, c'est la guerre. Mais c'est la guerre et c'est une infinie tristesse qui s'abat sur tout le monde. La guerre, on sort d'en prendre. Les générations qui vivent la déclaration de la guerre, mais sont encore pour l'essentiel les mêmes que celles qui sont sorties de la guerre 20 ans plus tôt. 20 ans, c'est pas grand-chose. Hein. Alors c'est la guerre, bien sûr qu'il n'y a pas d'autre solution. Il faut aller démolir le nazisme. Il faut y aller, mais on n'y va pas. Alors on assiste à l'effondrement de la Pologne. C'est cet épisode qu'on a honteusement appelé la drôle de guerre. La drôle de guerre. La drôle de guerre. C'est une guerre qu'on ne fait pas. Et on ne se prépare pas à la faire. Parce que dans ce pays, le nôtre, contre le vent de l'histoire, contre l'enthousiasme populaire, contre l'adhésion des masses à tout dont était porteur le Front populaire, il y a une France réactionnaire, il y a une France frigide, il y a une France égoïste. Savez-vous que quand Léon Blum devient, en 1936, président du Conseil, comme on disait, pour Premier ministre, un député se lève qui va lui crier des injures comme juif. Ce député s'appelle Xavier Vallat.
2 ans plus tard, il sera commissaire général aux questions juives sous Vichy. Mais quelques mois plus tard, il sera élu au barreau, parce qu'il est avocat de son métier. Il est élu au conseil de l'ordre du barreau. C'est dire quelle était l'ambiance du palais de justice, quelle était la France des élites, hein, d'où ils sortaient tous ces gens. Vous aviez eu à souffrir, excusez-moi, mais Oui. vous aviez eu à souffrir, vous, de l'antisémitisme populaire, dans votre rue, dans votre... Je vous disais que je vous parlerai de l'antisémitisme. Oui, il y avait les antisémites catalogués. Quand l'occupation se produit, en juin 40, tout de suite après, dans la rue Ramponneau, au milieu de la rue, il y avait un café d'une certaine importance. Le patron de ce café était l'antisémite de la rue. Tout le monde le savait. Quand on voulait le désigner, on disait, tu sais, tu vas chez l'antisémite, voilà, bon. Un jour, il m'attrape. Il y avait les premières lois anti-juives. Il m'attrape, il dit, viens voir, faut que je te parle. Il me fait rentrer dans son café. Je dis, voilà, il va se passer des choses pas drôles. Eh bien, il m'amène derrière son comptoir. Il me dit, tu vois, là, il y a une porte de sortie. Hein, si les Boches vous cherchent ou les Noises, tu dis à tes copains qu'ils peuvent rentrer dans mon café et ressortir par derrière. Je dis, moi, je ne tolère pas que les Boches touchent à Villoupin. Est-ce que vous vous rendez compte ce qu'il y a dans cette démarche, hein? Il y a à la fois son droit de ne pas aimer les Juifs et son devoir de défendre les hommes menacés. C'est ça, c'est de là que va sortir la résistance. Il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre d'une forme de patriotisme qui a réuni d'ailleurs Il y a tout. au moment de juin 40, enfin dans cet effondrement, dans cette... Est-ce que vous vous souvenez, vous, de l'atmosphère de juin 40, juin 40, du discours... 600 km à pied, en partant de Paris à pied, parce qu'on avait dit on va mobiliser les jeunes plus loin, puis comme l'effondrement s'est produit plus vite, j'ai plus qu'à faire demi-tour et revenir à pied à Paris. Bien, nous sommes à Paris, je l'ai écrit d'ailleurs dans Paris, qui se couvre de pancartes allemandes, qui indiquent les chemins, en allemand bien sûr, pour pas que ces malheureux soient perdus. Mais nous, on ne mesure pas encore à quel point nous allons être perdus. Alors, il y a les premières mesures contre les Juifs. D'abord, il vient l'idée... Avant les premières mesures, si on reprend ce Octobre discours... 40. Oui, mais si on reprend juin 1940, est-ce que vous vous souvenez, vous, de ce fameux discours de Pétain qui demande l'armistice? Est-ce que vous vous souvenez de là où vous l'avez entendu? Comme si c'était aujourd'hui. Et racontez-moi, Oui. Vous étiez où? C'était J'étais quoi le sur les routes. sentiment? J'étais sur les routes. Alors, il y a eu tout de suite des gens... Ouh, le vieux renard, il va les posséder, les Boches. Il y a eu ça. Et vous vous êtes dit quoi, vous? C'était pas du tout ma façon de penser. Et puis, il y a ceux qui disent, le salaud, il l'a voulu, il l'a eu. Parce que Pétain, c'est pas n'importe qui. Pétain, c'est le chef du complot de la cagoule, dont tout le monde a parlé. Pétain, c'est le premier ambassadeur auprès de Franco, où il va rencontrer Göring. Pétain, c'est la tête, pas le chef, la tête du fascisme à la française. Hein? Et tout de suite, quand Vichy se met en place, c'est tout de suite la revanche sur tout ce que représentait la République, sur tout ce que représentait la France. Hein? Plus vite encore que les lois anti-juives, on interdit la presse, les syndicats, les organisations, on porte les premiers coups à la laïcité. Tout ce qui fait les valeurs de la République se trouve écrasé sous le poids de ce gouvernement qui n'est pas encore celui de la collaboration, il est déjà celui de la revanche sur la République. Et Montoire se passe dans les mêmes semaines que paraissent les premiers textes contre les Juifs. Alors, est-ce que vous vous souvenez justement, donc là on est en octobre 40, vous avez repris votre travail, vous êtes à Paris avec juin votre... 40... Enfin, en octobre, là, bon... Juin, septembre, je me rappelle... il y avait 1,5 million de prisonniers, donc il manquait beaucoup d'hommes. Il y avait... le cocotier avait été tellement secoué qu'on ne savait plus est-ce qu'on va travailler, est-ce qu'on ne va pas travailler. Bon, petit à petit, des ateliers qui rouvrent. Il se recrée une espèce de vie économique pendant des mois, qui va durer des mois. Hein. Bon. Et puis, une presse tout à fait nouvelle apparaît, qui est la presse vendue à la collaboration, celle qui fait des titres contre les Juifs, contre les Anglais, bien sûr, et
qui accueille le nazisme comme une espèce de vent nouveau qui souffle. On ne dit plus Hitler, mais Monsieur Hitler. La mise en place. Hein. Mais les gens sont encore libres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore eu le temps de briser les libertés individuelles des gens. Les gens vont, viennent, travaillent. Enfin, vous, c'est limite quand même, parce qu'il y a eu le statut des Juifs en octobre 40. D'ailleurs, vous êtes quoi? Vous êtes français, naturalisé oui, je suis français, par... bien sûr, non, je suis français de naissance, je suis né à Paris, moi. Comme mon jeune frère, comme ma jeune sœur, et ma mère est restée étrangère. Et votre frère aîné est... Mon frère aîné est prisonnier de guerre. D'accord. Mon frère était d'une nationalité britannique. Les Allemands l'ont arrêté sur la route, parce que c'était un homme jeune, et l'ont emmené dans un camp de prisonniers de guerre où il va rester 6 mois, et après, bon, on y reviendra peut-être. Après, il va s'en échapper. Et ces premiers mois de l'occupation, c'est les mois pendant lesquels les Allemands sont corrects. Même quand ils viennent dans une épicerie juive, dans nos quartiers pauvres, où l'épicière ne parle que le yiddish, avec son yiddish plus ou moins beau, elle lui parle, et il comprend, parce que l'allemand, bon, il y a des voisinages. Hein, on les voit à Belleville, les Allemands? Ah, tout à fait. Les soldats allemands, parce ils viennent, ils payent ce qu'ils achètent. Ils sont... On les voit beaucoup à Belleville, parce qu'évidemment, nous, on se dit commandant Tour, place de l'Opéra. On les voit partout, on les voit à Belleville, comme on les voit à la République, évidemment, on en voit plus aux Champs-Élysées, mais on voit des troupions. Hein. Ce sont des troupions. Une armée, c'est l'infanterie qui occupe Paris, bien. À ce moment-là, nous avions déménagé, nous habitions rue des Archives, c'est-à-dire rue des Archives, à 2 pas du central téléphonique Archives, qui était à l'époque le plus grand central international de France. C'est toujours un central téléphonique, rue des Archives. Et bon, les Français disent, les Allemands sont corrects. Ils se lèvent pour céder leur place à une dame dans le métro. Hein. Ce sont les gens du tout, non. Et se mettent en place des institutions, la presse, la radio bien sûr, la police. Les instruments de ce qui va être la répression nazie sur la France se mettent en place, mais pour du temps. Hein. On ne conquiert pas... Et puis il y avait la France, il y avait la Belgique, il y avait le nord de l'Europe, il y avait tout ça en même temps. Bien. Et puis, on entend vaguement qu'il paraît qu'il y a un général français qui est parti en Angleterre et il veut continuer la guerre. Bon. La plupart ne savent pas son nom. Et quand on saura son nom, on se demandera longtemps si c'est vraiment son nom. Il s'appelle De Gaulle, nos aïeux étant les Gaulois. Bon, personne ne sait comment il est fait, s'il est grand, s'il est petit, et puis, bon, on a d'autres soucis. Mais... C'était quoi vos soucis, vous, là, en 40, 41? C'est de manger tous les jours. 40, pas 41. 40, oui. Notre souci, c'est de trouver à manger, c'est d'avoir des nouvelles des prisonniers, c'est de... bon, puis c'est d'essayer d'imaginer ce que va être le futur. Hein. La presse exige des mesures pour exclure les Juifs, pour ci, pour ça. Tout de suite, les toutes premières mesures, visent à déposséder des Juifs, non pas ceux de l'immigration, mais ceux qui exercent des professions libérales, les professeurs, les écrivains, ceux qui sont dans le cinéma. C'est là que c'est Vichy qui se défend contre les Juifs. C'est pas les Allemands. Les Allemands n'ont encore rien dit. Sinon, qu'ils poussent à la roue. Ils poussent à la roue, mais ils sont pas encore directement concernés. Hein. Donc vous travaillez dans votre atelier, toujours dans le même atelier? Les ateliers rouvrent petit à petit. On y retourne travailler pour bien vivre, hein, bien. Votre sœur est à l'école, votre frère aussi? Mon frère va à l'école, ma sœur va à l'école. Ils ont changé d'école puisque vous êtes rue des Archives, c'est ça? Oui, bon, on est dans une école, une est rue des Grabliers, l'autre est rue de Turenne, je crois. Enfin bon, bref. Une vie se refait, se redémarre. Et puis octobre 40, c'est pas loin. Hein. Premier statut des Juifs, pour définir qu'est-ce que Vichy considère comme juif. Bon, alors, il y a même des choses qu'on prend à la rigolade, c'est tellement stupide, c'est tellement grossier. Et puis un recensement, le premier recensement. Au recensement, l'idée de désobéir au recensement
ne vient pour ainsi dire à personne, à un tout petit nombre de gens. Premièrement, là où nous sommes, tout le monde sait qu'on est juif, on ne voit pas ce qu'on a à cacher. Bien. Deuxièmement, il y a le réflexe légaliste. Qu'est-ce qui nous demande de dire qu'on est juif? Tout le monde sait qu'on est juif, que ça peut nous perdre et le dire. Alors on va au commissariat, on se fait porter sur des listes, bon, on est juif. Parce qu'en plus, pardon, mais dans la structure familiale, dans la nouvelle structure familiale, votre frère étant prisonnier de guerre, c'est vous le chef de famille finalement, c'est vous quand même qui prenez les décisions. J'étais déjà depuis 1937 quand mon frère s'est marié. Donc finalement, c'est vous qui avez affronté presque en première ligne toutes ces décisions-là, j'imagine. Je suis effectivement le chef de famille. Hein. J'ai presque 19 ans. 19 ans. Je retrouve quelques camarades avec qui je militais à la LICA avant la guerre. Bon, il nous vient même à l'idée de nous asseoir dans l'arrière-salle d'un café et de rédiger à la main des bouts de papier pour démentir ce qu'ils disent dans les journaux. Et on les recopie 5 fois, 10 fois. Puis on va les glisser sous les portes, mais sans même prendre garde. On n'a pas fait l'apprentissage de la clandestinité. Hein? Évidemment, on ne s'exhibe pas trop, mais on ne se cache pas vraiment. Donc là, c'est quoi que vous dites? Vous dites par exemple quoi pour démentir quoi Que les Juifs sont responsables de ci, que les Juifs sont responsables de ça. Bon, alors on écrit, les Juifs travaillent comme les autres, et ils payent leurs impôts comme les autres, etc. Des choses relativement primaires. Et c'est qui les autres copains? C'est né comme ça? Enfin, c'est une sorte de génération spontanée? Que je rencontre, avec qui j'allais danser, mais avec qui je militais aux jeunes de la LICA. Je sais que j'ai des camarades plus engagés que moi qui sont engagés dans la jeunesse communiste, qui sont bien. Mais le Parti communiste est interdit depuis septembre 1939. C'est-à-dire que ceux qui restent engagés ont déjà commencé à apprendre à être clandestins. Et on a appris d'instinct, pas tous, mais je fais partie de ceux qui l'ont appris, à ménager cette clandestinité, à ne pas compromettre des gens dont on pense qu'il n'est pas bon qu'ils soient reconnus. Ça nous vient presque naturellement. Bon. Et puis, on va à mai 41. Mai 41, tout à coup, plusieurs milliers de gens reçoivent la fameuse feuille verte, une convocation de venir se présenter à la police, accompagné d'un membre de la famille, c'est ce que je disais, et muni de subsistance pour 1 ou 2 journées. C'est possible, c'est ce que ça veut dire. Bon, c'est contrôle d'identité, c'est l'intitulé. Hein. Mais qui la reçoit chez vous? Non, chez moi personne. Ah oui, personne. Chez moi personne, les voisins, bon. Quelques-uns ont le sang-froid de vouloir s'y soustraire. D'autres y pensent, mais s'y soustraire, ça veut dire exposer sa femme, ça veut dire exposer ses enfants, ou ça veut dire exposer ses parents. Sortir du cadre de la légalité, mais c'est comment on fait et de quoi on vit. C'est les quartiers de gens modestes. Hein, on n'a pas de capitaux, et on ne sait pas où aller. Bien. Alors les gens vont, dans la proportion au moins de 4 sur 5, répondre à cette convocation. Ils seront les premiers internés dans les 2 camps qui s'ouvrent, Pithiviers et Beaune-la-Rolande. Mais quand ils sont à Pithiviers et Beaune-la-Rolande, bon, alors le coup de massue sur la tête, c'est qu'ils sont détenus. Mais à Pithiviers et Beaune-la-Rolande, c'est en plein été, hein, mai-juin 41. Ils sont à la fois détenus et en semi-liberté. On va en envoyer travailler dans les fermes. De ces fermes, ils envoient des colis à leur famille. Comme c'est pas loin de Paris, les gens vont les voir. Les épouses se déplacent, vont les voir. Les gendarmes ferment plus ou moins les yeux, laissent les couples se rencontrer. Je ne dis pas jusqu'à passer la nuit ensemble, mais se rencontrer, se voir, se serrer la main, bon. Et cette détention va durer 8 ou 9 mois. Comme ça, sans brutalité, sans mesure excessive, sauf qu'ils sont détenus. Quelques-uns vont s'évader. Il y en a un certain nombre qui vont s'évader.
moi, je connaissais, je me souviens avoir bavardé, qu'il y a un inspecteur de police du 3e arrondissement qui militait avec moi à la LICA avant la guerre. L'inspecteur, c'était un fonctionnaire comme un autre. Alors, il me disait, ça sent pas bon, tout ça. Ça sent pas bon. Jusqu'au jour où, je ne sais pas pourquoi, il m'a dit, ça sent même pas bon du tout. Alors, je conviens avec ma mère que je vais quitter la maison. Je vais passer en zone libre. On est en juillet 41. Je fais la connaissance d'un jeune Français militaire qui sert à Vichy, mais qui est venu en permission voir ses parents. Et qui, comme les jeunes bavards entre eux, me dit au moins pour passer la ligne. Hein, c'est rien du tout parce que je viens tous les 2 mois voir mes parents. Oui, je passe par une ferme. T'as envie de venir, tu viens avec moi. Bon, il m'emmène. Je fais une petite mallette. Qu'est-ce que je mets dans la mallette? Mes outils de maroquinier. Je pars pour gagner ma vie ailleurs. Hein, un ou deux maillots de rechange et puis mes outils. Et il m'emmène, on part, on prend le train, on va jusqu'à Nevers. Et on va passer la ligne comme ça, entre la guérite des Allemands et la guérite des gendarmes français. Poup, on passe la ligne, on arrive chez les gendarmes français qui nous accueillent. Lui, il sort sa permission. Moi, on ne me demande rien, puisque je suis avec lui. On ne demande strictement rien. Les gendarmes nous abritent pour la nuit. Et puis le matin, on s'en va. Bon, moi, je vais à Vichy, où entre-temps, mon frère, qui avait échappé à sa condition de prisonnier, est domicilié. Et puis, je propose d'aller chercher du travail. Je vais essayer de chercher du travail à Clermont-Ferrand. On m'a dit qu'il y a plusieurs ateliers de maroquinerie, mais je ne m'y plais pas. Je vais à Lyon. Je vais à Lyon où, le premier jour, je rencontre un camarade de Paris, qui lui était à Lyon avec ses parents. J'étais replié à Lyon. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu viens? Ben, je dis voilà, j'arrive. Oh, il dit attends, j'ai peut-être un tuyau pour toi. Si tu veux, on se retrouve demain au même endroit. Bien? C'était où? Je vais dans un petit hôtel, au centre de Lyon. Le lendemain, je viens. Il dit j'ai un logement pour toi. Et je vais te présenter un gars qui va te sous-louer son logement parce qu'il va habiter chez ses beaux-parents. Profession du gars, gardien de la paix. Un jeune policier lyonnais qui n'est jamais qu'un fonctionnaire comme un autre. Hein. Bon, en 1941. Effectivement, il me cède son logement dans le quartier populaire de Lyon, à la Guillotière. Et lui, il s'en va avec sa femme habiter chez les beaux-parents. J'ai donc un logement. Ça se sait vite, parmi les copains, tout ça. Je vais voir arriver chez moi des gens que je connais ni des lèvres ni des dents, comme on dit, et qui arrivent, qui cherchent refuge. Bon, bah, j'ai un petit logement, il y a quand même 2 pièces, cuisine, bien. Alors j'accueille tour à tour des gens. Venus de Paris? Qui venaient de Paris, qui fuient la zone nord. Et puis le contact va s'établir entre moi et des gens plus engagés que moi, dans des organisations qui sont clandestines, qui vont me proposer, moi qui suis français, qui m'appelle Palan, de voyager, d'aller voir les uns, d'aller voir les autres, d'essayer de recueillir des fonds. C'est quoi ces organisations clandestines? C'est des organisations juives qui ne portent pas encore les noms qu'elles porteront plus tard, mais tout naturellement, dans tous les milieux, la résistance se constitue d'abord entre les gens qui étaient organisés avant, qu'ils soient ultra-révolutionnaires ou trotskistes ou qu'ils soient scouts. Mais c'est toujours des gens qui ont milité avant, organisations sportives, de campeurs. C'est comme ça que se dessinent les premiers pas de la résistance, qui ne s'appelle pas encore la résistance. Elle n'a pas encore trouvé son R majuscule. Mais c'est déjà la volonté de ne pas obéir, de ne pas faire, de ne pas supporter l'insupportable. Alors pour les uns, il faut trouver des faux papiers. À l'époque, on achetait une carte d'identité chez le marchand de journaux, ce qu'il fallait, c'est le cachet d'un commissariat. Alors un qui connaît un tel, qui connaît un tel, qui connaît un tel, on fabrique des faux papiers. Il faut des fausses cartes d'alimentation. Il faut des connivences et des complicités même avec des fonctionnaires, des mairies,
tout ça, ça se met en place bribe par bribe, tuyau par tuyau. Un sait où on peut passer une nuit, un autre sait comment on fait pour repartir sur un autre nom. Bien, c'est comme ça que les choses se font. Mais doucement, doucement. Et puis il y a les choses qu'on ne contrôle pas. Moi, quand je vois arriver chez moi 3 personnes que je ne connais pas, hein, et qu'il est 11 h du soir, et que si elles sont à minuit dehors, elles vont se faire coffrer, qu'est-ce que je fais? Allez, on tire le matelas, une fois de plus. Et c'est comme ça que se nouent les liens, ou que se renouent des liens avec des gens dans le besoin, ou des gens organisés. Hein? Ça n'est pas très structuré, pas toujours très prudent, mais ça se fait. Il faut bien faire les choses. Hein? Vous travaillez Et par puis ailleurs? On arrive, pardon? Vous travaillez par ailleurs? Et je travaille. Vous travaillez où? Je bricole dans la maroquinerie. J'ai un bottier qui me vend de la peau, un autre qui me vend des fermoirs, je bricole chez moi, j'ai accueilli mon patron qui entre-temps s'est sauvé de Paris et habite chez moi. Et bon, on fait quelques sacs à main, on les vend, on essaye de vivre. Et c'est quoi votre état d'esprit? Vous avez quoi? Vous avez peur? Vous sentez traqué? Peur, non, pratiquement. Je ne me souviens pas avoir eu peur. On craignait des choses, mais pas la peur. Alors, bien sûr qu'il y avait la crainte. Mais dans la zone sud, du moins fin 41, début 42, on n'a pas peur de grand-chose. On n'a pas peur de... Surtout quand on est français, qu'on n'a pas à rendre des comptes aux préfectures. Moi, je n'ai pas de contact avec les préfectures. Pour les étrangers, c'est beaucoup plus difficile. Mais un certain nombre d'étrangers s'arrangent aussi pour être français. Hein, on fabrique des papiers de français. Elles viennent que pour... Il y a des camps. Il y a des camps d'internement auxquels sont rattachés des étrangers, internés ou non internés. Mais ils sont rattachés à un camp. Ils ont une résidence obligatoire, ils sont autorisés à travailler, ils doivent venir à un rythme imposé, se manifester. Bon, alors il y en a qui disparaissent dans la nature, il y en a qui obéissent jusqu'au bout, il y en a qui ont des familles à charge, il y a toute la multitude des situations qui sont diverses à l'infini. Hein, bien. Et c'est ce monde qui marche un peu comme sur un fil, dans les années fin 41, 42 et même 43. Mais enfin, novembre 42, ça marque quand même une date, puisque... Novembre 42, il y a un certain tournant, le débarquement en Afrique du Nord. Là, les Allemands occupent. Mais quand ils occupent la zone sud, ils ne font pas de la France un seul pays occupé. Ils font de la France du Nord, reste la zone occupée, et la zone sud... reste un pays occupé, mais pas de la même façon. Il y a la fiction possible. Vichy est l'air de... Sans ça, il n'y a plus de... La fiction de Vichy disparaît. Oui, mais pour vous, la menace devient quand même plus proche, plus... Pour vous. Pas tellement plus. Bon, il va y avoir... Mais il y a le recensement des Juifs, bien sûr. Il n'y a pas eu d'étoile. Les Juifs n'ont pas dû porter l'étoile. Il y a eu une rafle d'étrangers en 1942. Mais elle s'est faite à travers les camps. C'est d'ailleurs la suprême canaillerie de Vichy qui a livré des Juifs à partir d'un territoire où il n'y avait pas d'Allemands. Donc le prétexte que les Allemands... non, ça ne tient pas, il n'y a pas d'Allemands là où ils ont pris des Juifs, ils les ont livrés aux Allemands. Comme ils ont livré les Espagnols. Mais nous, on n'est pas concernés. Mais votre famille, vous, là, parce que là, vous aviez laissé votre mère, votre sœur à Paris. Non, je les ai fait venir en 40. Ça. Après la rafle de 42, à la faveur de notre déménagement dans le 3e arrondissement, les fichiers n'ont pas suivi, ce qui fait que ma mère assiste à la rafle de 42, ma mère et ma sœur est française, mais ma mère voit sous les fenêtres ce qui se passe, et personne ne viendra la chercher, d'autant plus que 2 jours avant, je lui ai dit « Ne bouge pas, je t'envoie quelqu'un pour te chercher ». Et effectivement, des passeurs vont venir la prendre à la maison et vont l'amener jusqu'à la zone sud. Pas jusqu'à Lyon, mais jusqu'à traverser la Saône. Et je vais les attendre au bord de la Saône une nuit et je vais voir arriver ma mère et ma sœur. Bon, après, il y a d'autres aventures pas toujours très drôles, mais
C'est-à-dire, enfin, pardonnez-moi, c'est quoi ces autres aventures? Vous voulez dire pour regagner Lyon ou pour... on retourne à Lyon, bien sûr. Oui, c'est quoi les aventures? Pas toujours très drôles. Les aventures, c'est que comme ma mère était étrangère, les mêmes flics avec qui pendant 2 jours je l'ai attendu, on mangeait dans le même restaurant, c'est les flics en civil, hein, bien, ils vont l'arrêter, en disant elle est étrangère. Je dis, ça va pas, non? C'est ma mère. Elle dit, elle est étrangère, elle ne peut pas aller à Lyon. Bon, j'obtiens qu'il m'accorde 48 heures. Et je téléphone à Vichy. Je connaissais un dirigeant belge de la Croix-Rouge. Je lui raconte où j'en suis. Il me dit, bon, vous êtes là à tel endroit, alors allez tout de suite à Châlons, à la préfecture, demandez monsieur Untel, je l'appelle, il vous attendra. Et je vais à Châlons, à la préfecture, où je rencontre le chef du service des étrangers, qui, très aimablement, m'accueille. Bon, c'est pas un milicien, hein, c'est un fonctionnaire français. Il me dit, bon, écoutez, il n'y a qu'un seul truc pour libérer votre mère. Elle est arrêtée, mais pas détenue, hein, elle est assignée dans l'hôtel où nous sommes. Un petit hôtel de rien du tout. Il me dit, point un prétexte pour que je lui donne un laissez-passer. Qu'est-ce que vous avez comme prétexte? Qu'est-ce que je peux avoir comme prétexte? Je cherche. Et je me rappelle que j'ai une photo avec des copains et des copines, je sors ma photo, et je lui dis, voyez là, cette fille-là, c'est ma fiancée, on se fiancie dimanche prochain. Je dis, voilà le prétexte qu'il me fallait. Et il fait pour ma mère un laissez-passer de 10 jours pour aller à Lyon assister à mes fiançailles. Donc je peux la retirer des mains de la police et on va à Lyon. Avec votre sœur? Avec ma sœur, bien sûr. Et votre mais ma frère, sœur, votre jeune frère Max, il est... Lui, il est déjà à Lyon. Lui, il est déjà à Lyon. Il est déjà à Lyon, oui. Il a 15 ans. Il a 15 ans, il est déjà à Lyon. Il travaille aussi dans la maroquinerie. Bon. Et donc, je m'amène avec ma mère à Lyon. J'arrive à Lyon avec ma mère, ma sœur, et on est donc tous chez moi. Et il m'avait dit, ce monsieur à la préfecture, laissez pas passer les délais. C'est un permis pour 10 jours. Le 8e jour, au besoin, appeler un médecin pour dire qu'elle est intransportable. Ça nous fera 8 jours de plus, mais c'est tout. Je ne peux rien faire de plus. Moi, je ne suis pas à Lyon, moi, je suis à Châlons. Mais l'essentiel, c'était que... Bien. On est à Lyon. Là se produit un autre des miracles. Il n'y en a pas eu jusqu'au bout, mais là se produit un miracle. Nous fréquentions, quelques camarades et moi, un petit hôtel où on avait des camarades qui logeaient. On avait des copains de Paris qui logeaient là. Bon. Et c'était en même temps un petit bistrot. Le soir, le bistrot se fermait, nous on était dedans. Le soir, on jouait à la belote, on bavardait entre nous. Bon, on passait, bien. La patronne de cet hôtel a eu la bonne ou la moins bonne idée de prendre un amant. Cet amant était un ancien sous-officier de l'armée coloniale, démobilisé à Lyon, qui traînait sa misère. Bon. Et il était à la recherche d'un emploi. Un jour, les services civils ou militaires, mais qui s'occupaient de placer ces gens-là qui étaient démobilisés, dont il fallait faire quelque chose, lui proposent un emploi. L'emploi, c'est d'aller travailler à la police aux questions juives, place Bellecour. Cette police est en cours de création, ce qui fait qu'il ne savait pas du tout de quoi il s'agissait. Et d'en plus, nous fait-il la confidence, parce qu'il savait que nous, on était concernés. C'est pour ça qu'on était à Lyon. Il dit, vous allez m'expliquer ce qu'est un juif, parce que moi, je n'ai jamais vu de juif de ma vie. Je ne sais pas en quoi que quelqu'un est juif ou pas juif, je n'en sais rien du tout. Il a servi en Afrique pendant des années. Un jeune type, d'ailleurs. Hein. Bon, alors on essaye de le mettre au fait un petit peu et de lui expliquer de quoi... il dit, moi, on m'offre un job, là, ils m'ont dit de venir, je ne sais plus, dans 2 jours, dans 3 jours. Effectivement, il vient, on lui affecte un magnifique appartement sur la place Bellecour à Lyon, si vous connaissez, c'est le plus bel endroit de Lyon. Et en bas, on met une plaque, police aux questions juives. Et lui, il est le patron. Il n'y a encore personne. Alors, bon, avec des meubles, c'est aussi bête que ça, hein, on installe. Et il a enfin son premier cachet. Un tampon en creux avec un cachet.
commissariat général aux questions juives, police. Et ce type qui nous aimait bien, avec qui on passait des soirées et tout, il revient le soir à l'hôtel, il dit, première chose, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais vous sortez vos papiers, et sur chacun de vos papiers, je mets mon cachet que personne ne doit vous toucher. Et effectivement, tous les gars qui... Pas moi j'étais français, j'avais pas besoin de son secours. Mais les types qui avaient des accordéons étrangers sortent leurs papiers, il sort son cachet, il donne un coup de tampon dessus. Le porteur de la présente carte ne doit être inquiété en aucune façon avant d'en aviser Monsieur Caillot, il signe son nom, commissaire aux questions juives à Lyon, commissaire de police aux questions juives. Donc c'était sa première démarche. C'est donc une démarche sympathique. Et puis les choses se mettant en place, ces fonctions se précisent. Ce ne sont juste des fonctions de surveillance policière que de répression. Il n'y a pas de répression. Hein, mais bon, il met en place un système policier, il apprend son métier en même temps qu'il l'exerce. Et un jour, je vois arriver là où je travaille, un de mes copains, qui me dit, écoute, il m'arrive un truc, je ne sais pas ce que je vais devenir. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, Caillot, c'était le gars en question. Caillot m'a demandé si je voulais lui rendre service. Je ne savais pas quoi lui dire. D'abord, tu ne peux jamais dire non. Tu n'as pas dit non. Il dit non, je n'ai pas dit non. Et qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que j'aille rue Sainte-Catherine, derrière la place des terreaux, où il y a un foyer juif. C'est un foyer d'accueil, il y avait restaurant, il y avait une salle pour de lecture, enfin, un endroit où les juifs qui n'avaient pas de domicile ou qui ne savaient pas où aller pouvaient venir et se rencontrer effectivement des dizaines de juifs qui commettaient là la pire des imprudences. D'ailleurs, ils ont tous été arrêtés un jour. J'ai toujours mis ce lieu, c'était le dernier lieu où il fallait aller. Mais bref, quand on ne sait pas où aller. Hein. Et il m'a demandé de surveiller un type, attends, je vais noter son nom, il me sort un papier, il me dit Marc Yarblum. Marc Yarblum, c'était avant la guerre, le président de la Fédération des sociétés juives, c'est un avocat connu, et une personnalité juive au niveau européen. Hein, c'est un grand monsieur, pas très jeune, mais un grand monsieur. Je dis rien que ça. Il me dit oui, parce qu'il le surveille, parce qu'un de ces jours, il va lui arriver des bricoles. Je dis, t'as bien pas dit non. Bon. Et je dis non, je dis, qu'est-ce que ça dit exactement? Ben, il dit, je vais voir, je vais réfléchir, je ne connais pas ce foyer, je vais y aller voir. Je sais bien, si tu le vois ce soir, tu lui dis que tu es passé devant, bon, que tu n'as pas tellement osé rentrer, les gens sont plus âgés que toi, mais demain tu vas rentrer dedans et tu vas surveiller pour accepter Faut pas dire non, faut y aller. Bien. Alors, il s'en va, moi je fais mon manteau, je fonce là, et je demande à parler au responsable du foyer. Bon, monsieur vient vers moi, un peu méfiant. Je dis, où est-ce qu'on peut parler tranquille? Bon, qui êtes-vous? Si ça ne vous regarde pas, je vous le dirai après. Je dis, Yarblum vient souvent ici. Je dis, je sais qu'il vient. Il faut que dans l'heure qu'il vienne, il quitte Lyon. Je sais de sources sûres que la police est sur lui et qu'il faut qu'il disparaisse d'ici. Mais qui êtes-vous? Je vous le dirai après la guerre. Hein. Et puis je suis parti et j'ai su que le jour même, Marc Yarblum était parti pour Grenoble, puis pour la Suisse. Je l'ai rencontré après la guerre. Il se rappelait parfaitement de ce qui était arrivé. Évidemment, je ne savais pas que c'était moi. Je me suis présenté à lui. Ensemble, on a fait connaissance et c'est une des choses. Mais pourquoi je parlais de ce commissaire de police aux questions juives? C'est comme ma mère était étrangère. Quand il a mis son cachet sur les papiers de mes copains, ben, je lui ai dit, vous savez, moi j'ai ma mère qui est ici, elle est étrangère, elle est venue provisoirement, elle a un permis de 10 jours que j'ai fait prolonger par un médecin. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Il me dit, écoute, tu m'apportes sa carte demain matin, sa carte d'identité. Moi, je vois tous les matins, je vais voir Angélie, préfet régional, le gendre de Maurras, rien que ça. Elle me dit, c'est pas difficile, je lui tends la carte. S'il la prend, c'est OK, ta mère aura permission de rester à Lyon. S'il me la refuse, ben, je te la rendrai, je te dirai, il faut que tu trouves une autre combine. Et effectivement, 48 heures après, il m'a dit, Angélie a pris la carte. Je lui ai dit, vous pouvez arranger le coup pour que cette dame-là, elle reste à Lyon. Il m'a pris la carte, il l'a mise dans sa poche.
3 jours après, j'avais une convocation à Lyon pour ma mère, à laquelle elle n'a pas été, j'avais trop peur qu'il y aille. Je suis allé moi, elle a eu la permission de rester à Lyon 3 ans. C'est tout à fait exceptionnel. Oui, 3 ans. Bon, ça s'est passé aussi bêtement que je vous le raconte. Enfin, vous étiez quand même... Oui. Est-ce que vous voulez un petit verre d'eau, quelque chose, comme preuve d'une lucidité, enfin d'une certaine lucidité d'esprit face au danger du temps, on va dire? Oui. Il y a aussi... bon, il y a lucidité et responsabilité, ça va souvent ensemble. Hein. C'est... L'irresponsabilité, qu'est-ce que c'est à tout prendre? C'est un manque de lucidité, hein, pour l'essentiel. Alors, bien, très jeune, j'ai commencé à travailler. Très jeune, j'étais le chef de famille. Finalement, j'ai été peu adolescent. J'étais un enfant, et puis j'ai fait un bond. J'ai plus de père. C'est peut-être, quand j'y repense, c'est l'adolescence qui m'en manque le plus. La période où je suppose, je sais que c'est une période difficile, mais c'est aussi la période où on s'amuse. Hein? Je me suis distrait, mais je ne me suis pas beaucoup amusé. Hein? J'ai connu plus de choses intéressantes que de choses marrantes, vraiment. Mais heureusement, j'avais pour moi un certain humour dont, si on continue de parler, vous verrez que même dans les pires circonstances, je ne l'ai pas abandonné. Alors, si on en arrive à cette période qui précède un petit peu votre arrestation, c'est-à-dire finalement oui, le printemps et l'été 1943, dans quelles circonstances avez-vous été arrêté? Bon, c'est va-et-vient chez moi. Sur cette petite place où nous habitions à Lyon. Ça se voyait que nous étions là. Je n'étais pas le seul d'ailleurs à habiter là. Hein. Les allées et venues, peut-être des bavardages, peut-être... on ne peut pas être prudent tout le temps, surtout qu'on n'a pas appris à être prudent. Ça s'apprend en marchant, si j'ose dire. Bien, il y a dans les environs ceux qui servent l'occupant, ceux qui servent la police. Il y a des délateurs, il y a des miliciens, il y a des salopards. Il y a ceux qui commettent les bassesses. C'est comme ça qu'un trio de miliciens va dénoncer un certain nombre de familles. Il peut y avoir peut-être pas loin d'une dizaine de familles juives que tour à tour ils vont dénoncer à la Gestapo. Le 17 août 1943, un lundi matin, à 7h du matin, la Gestapo frappe chez moi. Il me demande, c'est moi qui suis dénoncé. Découvre en même temps que je suis juif, parce que chez moi, je peux pas, chez moi, devant ma mère et ma sœur, je ne peux pas tendre des faux papiers, je ne peux pas dire que je ne suis pas moi. Alors que j'ai un jeu complet de faux papiers qu'un jeune garçon lyonnais m'a fort généreusement donné, sa propre identité, son certificat d'études, tout ce qui faisait son identité, il me l'avait offert et je n'ai pu l'utiliser, mais pas chez moi. Je ne peux pas l'utiliser chez moi. Ils découvrent donc que je suis juif. Ils vont évidemment s'emparer de ma mère, de ma jeune sœur, et on nous amène à l'école de santé qui est le siège de la Gestapo à Lyon. Mon frère, dont je ne parle pas, n'était pas là. Il était parti le lundi au bord de la Saône, c'est en plein été, au mois d'août, se baigner ou camper, et il a loupé le dernier tramway. Il est donc resté pour la nuit avec des copains, ou la famille de copains. Ce qui fait que le matin, quand on vient nous arrêter, il n'est pas là. Quand je descends entre les deux sbires de la Gestapo, suivi par les autres qui conduisent ma mère et ma soeur, j'ai le temps de dire à l'épicier en bas, qui est sur le pas de la porte, qui ouvre des yeux comme ça,
l'attraction avant de la Gestapo, tout ça. J'ai le temps de lui dire, ne laissez pas monter mon frère, ne laissez pas monter mon frère. Et il a entendu, donc il a guetté. Quand nous sommes partis, quelque temps après, quand mon frère est arrivé, il a couru vers lui, ne montez pas, la police allemande a enlevé vos parents. Et mon frère va donc rester seul, il va aller se réfugier chez les parents de copains, enfin bon. Et nous, donc, on nous amène à la Gestapo, dans les caves de la Gestapo, de ce qui est aujourd'hui le musée de la résistance et de la déportation à Lyon. Je suis allé en visite et j'ai reconnu la cave dans laquelle j'étais détenu. On va là passer des heures avec l'interdiction de communiquer, l'interdiction de parler. Dans l'après-midi, je pense que c'était dans l'après-midi, on va venir me chercher pour l'interrogatoire. Alors on m'emmène dans les étages, puis on entre dans un vaste bureau où se tient un milicien français en uniforme, entouré de plusieurs gars de la Gestapo qui gratuitement me bourrent les côtes comme ça, avant qu'il m'ait posé une question. Ah, là, il me sort des numéros de l'Humanité clandestine. Les mêmes que j'avais chez moi, mais sous ma table de coupe. Tu connais ça? Je regarde, je dis oui, l'Humanité, je connais, comme tout le monde. Mais ça, tu le connais? Je ne suis pas spécialement celui-là, mais... où t'as vu ça la dernière fois? Ben, je dis, j'étais, je sais pas, dans un café, dans un restaurant, je crois, rue Paul Bert, et la porte s'est ouverte, il y a un type qui en a acheté plein. Là, tout le monde, on croyait que c'était de la réclame, on l'a ramassé pour voir ce que c'est. Quand on a vu ce que c'est, on n'y a pas touché. C'était parfaitement plausible et vrai. L'interrogatoire s'est arrêté là. Après, il m'a posé que des questions doucereuses, sans accompagner de coups, parce que je lui avais dit quelque chose qui était vrai. Et qui était non seulement vrai, mais véridique. Donc, bon, t'as pas été soldat? Je dis non, j'avais 17 ans en 39. Tu t'es pas engagé? Je dis, il n'y a que moi qui fais vivre ma mère, ma sœur. Pourquoi je me serais engagé? Personne ne m'a demandé de m'engager. Alors, t'es pour la guerre? Je dis, comment on peut être pour la guerre? Moi, je suis pas pour la guerre. Je suis pour que tout le monde reste vivant. Je n'ai pas d'ennemis. Bon, on va voir ça. Ça a duré comme ça, pas 30, 40 minutes. Puis après, il a fait signe aux Allemands qu'il valait mieux pas insister. Et c'est comme ça que j'ai été ramené dans ma cave jusqu'à la tombée de la nuit. On nous a menottés, on m'a menotté, on a menotté les hommes. Et puis on nous a amenés au Fort Montluc. Alors, au Fort Montluc, qui était la prison allemande de Lyon, la prison était pleine. Plein de succès. Il y avait du monde dans toutes les cellules, plus qu'ils ne pouvaient en contenir. Alors, ils ont décidé un beau jour de vider les cellules de tous les juifs et d'enfermer les juifs. Dans la cour, il y avait un grand bâtiment qui était l'atelier réfectoire de la prison. C'est une vieille prison. Hein. Ils ont enfermé tous les juifs ensemble. Ce qui était une ânerie du point de vue policier, parce qu'il y a des juifs qui étaient détenus, qui ne devaient pas se rencontrer, qui ne devaient pas se voir, enfin bref. Tous les juifs dans le même local. Là, j'ai fait connaissance de plusieurs gens merveilleux, dont certains sont encore mes amis aujourd'hui. Marcel Stotze, que tout le monde connaît. Il y avait là le patron des Galeries Lafayette, Max Elbron. Il y avait là un membre de l'Institut, professeur Elbronner. Il y avait là un vice-amiral de la marine, ingénieur général, qui s'appelait Aron. Il y avait là un médecin lyonnais bien connu, qui s'appelait Bachra, je crois. Il y avait là des pauvres types. Il y avait là de simples gens. On était 80, alors selon les jours, on était 80, 90, 75, les juifs. Et puis surtout des gens qui venaient en fait d'horizons non seulement très différents, mais par exemple Max Elbron, c'était un résistant un grand résistant. Enfin, des gens qui venaient comme ça de milieux extrêmement... Bon, la mesure prise qui consistait avec tous les juifs ensemble
a été reconnue par la suite, d'ailleurs, comme une ânerie impardonnable, pour eux. Hein. Et vous avez par exemple, séparé des femmes hein, vous avez hommes et femmes. Vous étiez ensemble? Hommes et femmes. Bon, il y avait des paillasses. On organisait une vie aussi hygiénique que possible, pour imaginer, en plein mois d'août, il faisait très chaud. Et on faisait sortir une demi-heure dans la cour, chaque jour. Alors, il y avait une rangée de lavabos, comme dans les écoles, où les lavabos en long avec plusieurs robinets. Ça devait servir aux détenus avant la guerre, c'est une très vieille prison. Et tous les matins, la porte s'ouvrait et un adjudant quelconque venait appeler ceux qui partaient pour l'interrogatoire à la Gestapo. Quand on voyait revenir le soir les malheureux, comme on imagine, hein, en sortant après une journée entre les pattes de la Gestapo. Il y avait tous les matins ceux qu'on avait arrêtés dans la nuit. Et il y avait tous les 5-6 jours un départ pour Compiègne ou Drancy. Et qu'il y avait une allée et venue. Alors, quand Juifs partaient pour Compiègne, pardon, des Juifs partaient pour Compiègne? Certes, les Juifs retenus définitivement comme Juifs ne partaient pas pour Compiègne. Ils partaient seulement pour Drancy. Il y a eu des Juifs à Compiègne aussi. Hein. Mais là, c'était des petits groupes. Hein. Ils sortaient 6 personnes, 10 personnes. Bon, et comment vous supportiez cette première détention? Enfin, dans quel état d'esprit vous étiez? Cette première détention, bah, évidemment, c'était un coup formidable sur la tête. Je me rappelle de l'observation de ma mère quand elle avait arrivé à la Gestapo. Elle a dit, mais c'est la fin de notre vie. Ce mot m'est resté. Je l'ai d'ailleurs un jour répété à Jospin, que j'avais besoin de lui expliquer un certain nombre de choses qu'il avait mal compris, notamment quand il s'est agi d'indemniser les orphelins. Ils ont pris en compte le jour de la déportation et pas le jour de l'arrestation. Ce qui lésait un certain nombre d'orphelins, mais ils sont revenus dessus. Mais je lui ai sorti ça. Je dis, ma mère s'est pas trompée, hein. C'est quand elle a eu la Gestapo qu'elle a dit c'est la fin de notre vie. C'est pas quand on nous a mis dans le wagon pour aller à Auschwitz. Donc, dans cette prison, en plus, c'était au moment de l'effondrement de l'Italie, du débarquement en Corse. Donc, il y avait un optimisme. Dans la prison se vit un optimisme que Gramsci, le philosophe italien, avait caractérisé de la manière suivante, quand il disait qu'il faut substituer l'optimisme de la volonté au pessimisme de la raison. Et en prison, on donne une dimension à l'optimisme. Sans ça, il faut se tuer, il faut se supprimer. Donc, on surdimensionne tout ce qui peut ressembler à de l'espoir. Et puis, il faut s'organiser. Vous étiez un actif, vous étiez un... Non, on était enfermé. Bon, on organise. Hein? Non, mais vous, comment est-ce que vous étiez... même Dans la prison, vous étiez quelqu'un d'actif? On organisait des causeries. Oui. Immédiatement. Un des nôtres était reconnu comme doyen. C'est-à-dire qu'il était le seul autorisé à parler aux Allemands. Les Allemands qui avaient affaire à nous, c'était des sous-officiers de la Wehrmacht, personnel pénitentiaire, qui ouvraient la porte, dire combien vous êtes aujourd'hui. Ils ont claqué la porte pour savoir combien de boules de pain ils devaient nous apporter. C'est très rare qu'on ait plus de conversations que ça, de cet ordre-là. Bien. Et au bout de quelques jours, celui qui était le doyen jusque-là était lui-même appelé en déportation. Ils sont partis. Il y en a eu un autre. Et puis il y en a eu un troisième. Et le troisième, c'était moi. J'étais le plus jeune des hommes détenus. Mais tout le monde a tourné ses yeux vers moi, y compris les 2 Feldwebel allemands qui se succédaient pour le service hôtelier, si j'ose dire. Parce que vous aviez cette sorte de... Il y a quelque chose qui faisait que les gens se tournaient vers moi. Vous étiez comment physiquement? Vous étiez grand quand même Non, je n'étais pas grand, je pesais 52 kilos. Hein? Mais bon, je dois dire, j'ai toujours, sans le faire exprès, parfois en faisant exprès, exercé une certaine autorité. J'ai toujours été reconnu. Ça m'a suivi toute ma vie d'ailleurs. Ça m'a suivi toute ma vie. Jusqu'à des responsabilités relativement élevées que j'ai occupées, mais même en dehors de ça. Hein.
Donc vous avez été transféré à Drancy avec votre... Alors, on est au Port Montluc, on va y rester 6 semaines. C'est seulement au bout de 6 semaines qu'on va m'appeler moi. J'étais donc un ancien de la prison. Le séjour moyen, il était de 7 à 8 jours. Sauf quelques grands résistants mêlés à nous. Elbron, dont je vous parlais, le patron des Galeries Lafayette, était polytechnicien. C'est lui qui avait dressé le plan de démantèlement de la SNCF pour le jour du débarquement. Donc c'est pas n'importe qui. Hein, ils avaient commis l'idiotie de le mettre parmi tous les autres. Mais si vous avez entendu parler de l'affaire Hardy, Hardy n'a jamais fait ce qu'il a dit qu'il avait fait. C'est Elbron qui l'avait fait. Et j'ai toutes les raisons de croire et de savoir que c'est vrai. Elbron qui m'a, à la fin de sa vie, dédicacé ses mémoires et qui est resté, sans qu'on se voit souvent, un homme avec qui on éprouvait l'un pour l'autre une grande estime. Moi, j'étais qu'un gamin, j'avais 21 ans, même pas tout à fait. Lui, c'était un monsieur, pensez, patron des Galeries Lafayette, ça vous dit quelque chose? Avec le recul du temps, son personnage aujourd'hui serait plus banal qu'il y a 60 ans. Je sais pas, si j'avais rencontré le pape, ça ne m'aurait pas impressionné plus que ça. Hein. Bien. Donc, c'est seulement au bout de 6 semaines qu'on va appeler mon nom. Entre-temps, on a séparé les hommes des femmes, on a mis les femmes dans un local à part, les hommes restent ensemble. Entre-temps, il va se passer des choses qui méritent d'être retenues. À Lyon, la vie continue, bien sûr. Bon. Une nuit, il y a eu un sabotage dans une grande usine Citroën de Lyon. Et la Gestapo est descendue et a arrêté 30 types comme otages. Je ne connais pas la nature du sabotage, je n'ai jamais demandé ni appris comment. Ils ont emmené 30 types à la Gestapo, comme ils ne savaient pas quoi en faire, ils sont gardés pendant 30 heures. Il y a presque une journée et demie, sans boire, sans manger, sans rien. Et ils ne savaient toujours pas quoi en faire. Eh bien, ils les ont ramenés au Port Montluc. Et comme il n'y avait pas de place dans les cellules, ils nous les ont mis dans la baraque des Juifs. On avait eu 30 types en bleu de travail, arrêtés sur le lieu de leur boulot. Complètement perdus, les gars. Après 30 heures de détention à la Gestapo, sans nouvelles des familles, sans manger, sans boire, faut imaginer. Ils ne savaient même pas où j'étais. Alors, je me présente à eux, je vais au-devant d'eux, tout ça dans ce local unique qui était, disons, 4 fois grand comme ici. Et je leur dis, écoutez, vous êtes dans la baraque des Juifs détenus ici, c'est le Port Montluc, c'est la prison allemande. D'où vous venez? Bon, en 3 mots, ils m'expliquent, c'est bien. Je ne me l'ai pas mangé depuis quand? Depuis 30 heures. Nous, on nous avait distribué le pain peu avant. Il n'a pas fallu beaucoup se concerter pour décider que chacun couperait une tranche de pain. Comme on était 80 et eux, ils étaient 30, ça leur donnait une espèce de ration. Ils étaient complètement estomaqués de voir comment ça se passe dans une prison. Nous, on était déjà des vieux détenus. Il y en a qui étaient là depuis 15 jours, pensez, ou depuis 4 semaines. Moi, on m'y invite à un ancien en prison. Hein. Et il s'est créé un lien avec ces gens qui, bon, retrouvent leur calme. Ils demandent, mais en quoi vous êtes différent des autres? Qu'est-ce que vous avez? Pourquoi on vous a mis à part? Ils n'arrivent pas à comprendre. Hein. Bon, on essaie avec nos mots les plus simples, de dire qui, quoi, pourquoi, comment, bon. Et puis, l'après-midi, les Allemands ont autorisé à ouvrir les fenêtres. Il y avait des grandes fenêtres à ouvrir pour qu'ils rentrent un peu d'air. Et il y avait parmi les sentinelles qui tournaient dans la cour avec la mitraillette sous le bras, comme ça, à longueur de toutes les 2 heures, ils changeaient, mais il y en avait de sympathiques, avec un clin d'œil. C'est rien, mais un clin d'œil à un gardien, ça vaut une tranche de pain. Hein. Ça veut dire qu'on n'est pas tout à fait inexistant. Et d'autres qui nous regardaient salement, et d'autres qui nous jetaient même des injures. Bien. Un des plus salopards parmi ces gardiens appelle le Ältester, c'est-à-dire le doyen. Je viens vers lui. Et il m'explique que comme il fait chaud, et qu'ils ont mis des pas juifs avec les juifs,
Alors, les fenêtres, il faut les laisser au pas juif. C'est-à-dire pour reculer les fenêtres, pour dégager les fenêtres et laisser approcher les non-juifs. Il dit, c'est dit, hein, moi je me tourne, je traduis. Et mes gars se précipitent et ferment les fenêtres. Ça s'oublie pas. Ça s'oublie pas. C'était les tranches de pain. Je suis jamais arrivé à raconter sans avoir la gorge serrée. C'est une victoire qu'on a remportée sur les Allemands, sur le racisme, sur la dégueulasserie du monde où on vivait. Ça s'est arrêté là. Quand quelques jours après, l'officier de la Wehrmacht, qui commandait la prison, est venu lire la liste des noms de ceux qui partaient, et qu'il a lu le mien, Max Hellbronn est sorti des rangs, et il m'a remis devant l'officier allemand le pyjama qu'il avait réussi à se faire passer en prison, il me l'a donné comme une décoration. Et l'officier allemand est resté quoi? Il n'a pas dit un mot, il n'a pas fait un geste. Il a reconnu que, je sais pas, j'avais gagné quelque chose, je méritais ce quelque chose. Il est utile de vous dire que ce pyjama, il a filé avec le reste. Mais enfin, vous imaginez cette scène, hein, tout le monde est figé au garde à vous, on sait qu'on part vers l'inconnu, et que cet homme, courageusement d'ailleurs, sort des rangs, parce qu'il aurait pu se faire assommer, il aurait pu... Et l'officier allemand reste, le regarde, me regarde, et ne dit rien. Et on me met les menottes, et on va nous emmener en camion, puis vers la gare de Perrache, et on arrivera à Drancy, après toute une nuit de voyage. Bon, on arrive à Drancy, où, au cours d'une dernière fouille, on me pique, je n'ai pas d'autre mot, mon dernier billet de 100 francs de l'époque, que j'avais réussi à camoufler à toutes les fouilles. Mais là, ils m'ont demandé trop gentiment. Ils m'ont dit, si vous avez encore de l'argent, vous le remettez parce que ça va vous être payé en zloty. C'est comme ça qu'on a appris qu'on partait pour la Pologne, d'ailleurs. Puis qu'est-ce que je vais faire d'un billet de 100 francs en Pologne? J'ai remis mon billet, on m'a délivré un reçu avec un cachet, administration de la gendarmerie, Drancy, un reçu en bonne et due forme. Évidemment, quand je suis arrivé à Auschwitz, ils n'ont pas fait grand cas du reçu, hein. Ni du gars qui le portait d'ailleurs. Bien, mais voilà le déroulement. Je suis à Drancy. On est là fin septembre? Hein? On est fin septembre? On est fin septembre. 1943. J'arrive à Drancy l'avant-veille de mon anniversaire. Le matin de mon anniversaire, ma sœur avait vendu son pain. Pour m'apporter 4 cigarettes. À Drancy, si vous avez été, si vous connaissez Drancy, bon, c'est cette cité qui n'était pas terminée. Alors on est logé dans les étages, et tout était, le gros œuvre était fait. On habitait sur des plateformes, puis il n'y avait pas les cloisons. Les hommes à un étage, les femmes à un autre. Dès qu'on est dans la chambrée, je me trouve investi, je me trouve désigné comme le doyen de la chambrée. On nous livrait, je ne sais pas pourquoi, des caisses et des caisses de salade, hein, qui se distribuaient comme ça, qui se mangeaient. J'ai interdit la distribution. J'ai dit, il y a un immense lavabo là, vous le nettoyez, propre, vous mettez de l'eau et on lave la salade. On n'est ni des lapins ni des chiens. Et on désigne des hommes qui se laissent désigner pour laver la salade. Et on mange de la salade propre. Ça me vient comme ça, hein, c'est... Bon. Mais
on se sent moins mal. Et on a le sentiment, d'ailleurs tous, mais certains ne le surmontent pas. La lutte qui s'engage, c'est autant qu'il sera possible, autant que ça dépendra de nous. Il faut rester des hommes. Il faut défendre la seule chose qui nous reste, notre dignité. Cette histoire de salade m'a suivi pendant longtemps. Des copains m'en ont reparlé. C'est pas rien, tu sais. Mais si ça avait été rien, je m'en serais pas occupé. Et puis, bien le matin du 7 octobre, 1000 hommes, femmes, enfants étaient enfermés, bon d'abord, montés dans des autobus, gentiment rangés dans la cour de Drancy. Fait monter dedans avec nos valises, hein. Paquets sur la plateforme, c'est des autobus à plateforme, des anciens. On nous amène à la gare de Bobigny. À Bobigny, on nous enfourne dans ces maudits wagons de marchandises. C'était 2 jours. Hein, c'était 2 jours. Enfin, vous êtes partis 2 jours. Les gens vous regardaient sur le trajet. Vous aviez le sentiment. Les gens avaient l'habitude de voir passer des autobus chargés d'hommes, de femmes et d'enfants, dont ils savaient qu'on les déportait, dont ils sentaient, dont ils savaient. Est-ce que vous regardiez particulièrement, ce que vous vous souvenez particulièrement du transfert? On ne regardait pas comme des bêtes curieuses. C'était le temps du malheur. Et quand vient le temps du malheur, chacun essaye de se dire « aujourd'hui, c'est pas moi ». Qu'est-ce qu'on attendait des gens? Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Se mettre à chanter la Marseillaise? Hein? Nous étions convoi numéro 60. Il y en a 59 convois qui étaient passés avant nous. Hein? Je ne dis pas les gens ne savaient pas. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est s'ils pouvaient faire quelque chose. Et effectivement, ils ne pouvaient rien faire. Ils pouvaient s'exposer. C'est tout ce qu'ils pouvaient faire. Que pouvaient faire même les chauffeurs de la RATP, enfin de son ancêtre qui conduisait les autobus? Rien non plus. Eux aussi fournissaient leur contingent de déportés du travail. C'était le temps du malheur. Et on n'avait pas grand-chose à attendre. Nous étions vaincus dans le combat quotidien qu'on avait livré, certains depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 4 ans, pour éviter d'être arrêtés. Puis quand on tombait entre les pattes de la répression policière ou gestapiste, ben on avait perdu la bataille. Mais on a tous été des combattants. Tous ont été des combattants. La mère qui se battait chaque matin pour trouver 1 kilo de patates ou 1 kilo de fruits, elle se battait sur un front vital. Donc, ce n'est pas des moutons qu'on a déportés. Il ne faut pas laisser dire ça. C'était des combattants vaincus. Dans un combat, il y a des vainqueurs, il y a des vaincus. Bon, la guerre finie. Fort heureusement, dans ce pays, peut-être dans le seul pays d'Europe, 2 tiers des Juifs ont survécu. Ben, ils ont partagé la victoire de ceux qui ont vaincu. Et puis ceux qui sont partis, ben, ils sont tombés sous les roues du char de l'histoire qui les a écrasés. Hein, on ne peut ni culpabiliser ceux qui sont partis, ni bien sûr culpabiliser ceux qui sont revenus. Alors nous sommes donc 1000. On va rouler 1 jour, 2 jours, 2 nuits. Et vous étiez dans le wagon avec votre mère et votre sœur? Bien sûr. Et vous, qui y avait dans ce wagon? Est-ce que vous vous souvenez? Pardon? Qui y avait dans ce wagon? Ben, nous étions une 50aine. Est-ce que vous vous souvenez de tous les âges, oui. Il y avait, tout à côté de nous, je revois un couple de vieilles gens qui se tenaient par la main. Ils étaient pharmaciens. Ils ne se parlaient pas beaucoup. Qu'est-ce qu'ils pouvaient espérer? Qu'est-ce qu'ils pouvaient ignorer du sort qui les attendait? Je ne sais pas, ils étaient retraités. J'avais une pharmacie place des Ternes à Paris, avant la guerre. Il y avait, je revois en face de moi un gars qui restait un copain, et qui vit encore, c'est un vieillard malade, avec sa jeune femme, enceinte jusqu'aux oreilles, avec un bébé sur les genoux. Puis dans l'attente d'1 second.
Il y avait, je revois des visages encore. Et puis on roulait, on roulait, on roulait, on roulait, on roulait. Vous aviez le sentiment géographique, enfin vous saviez où vous passiez, est-ce qu'il y avait moyen de savoir, est-ce que vous avez par exemple senti, On n'allait certainement pas vers des lieux de vie possibles. On ne savait pas qu'on allait vers la mort. Mais rien ne nourrissait notre espoir, c'est en tout cas pas le traitement qu'on nous infligeait. Sans renouveler une seule fois les seaux hygiéniques, sans renouveler une seule fois les bidons de flotte, pendant, je sais pas, 3 jours et 2 nuits, ou 2 nuits et 3 nuits et 2 jours, je ne me rappelle plus. Bref, bien, on a traversé toute l'Allemagne. Hein. Moi, je regardais de temps en temps par le petit hublot. Je voyais dans les gares les panneaux Räder rollen für den Sieg. Les roues tournent, en parlant du chemin de fer, hein, les roues tournent pour la victoire. Elle ne parlait pas des nôtres, hein, elle parlait en général d'un slogan pour la Deutsche Bahn. vous pouviez lire l'allemand parce que vous parliez le yiddish, donc vous compreniez l'allemand? Oui, mais je ne vous l'ai pas dit, mais il n'est pas trop tard pour que je vous le dise. Quand les réfugiés allemands fuyaient l'hitlérisme et venaient en France, les riches allaient vers les riches, les pauvres allaient vers les pauvres. Je donnais des leçons de français après le travail. Alors oui, ils parlaient qu'en allemand. Ce qui fait que j'ai pu purger mon yiddish jusqu'à le faire se rapprocher de la langue allemande. Ce qui fait que quand je lisais l'allemand, je savais ce que je lisais, et même quand je parlais l'allemand, il y avait pratiquement pas de mots yiddish dedans, parce que c'est la même chose, mais c'est pas pareil. Hein. C'est bien. Donc ça aussi, c'était une de mes réserves. Bref, on est arrivé sur la fameuse rampe, les portes qui s'ouvrent, ça gueule de partout, des SS avec des chiens au bout des laisses, des fantômes rayés qui courent partout, qui s'emparent de nos bagages, et l'os, faut descendre pour se mettre en rang par 5, Je réalise qu'on est en enfer. On est en enfer. Et on fait avancer les rangs, et on arrive face à une sorte de tribunal. Ils sont 3 ou 4, dont un officier SS, dont un seul désigne, dit à droite, à gauche, à droite, à gauche, à gauche, à droite. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais tout à coup on s'aperçoit qu'on n'est que des hommes jeunes d'un côté et tous les autres de l'autre côté. Bon, mais on trouve ça normal qu'ils prennent les jeunes pour un boulot et que les autres ils vont les loger ailleurs. Et on nous fait vite monter dans des camions. On est 260. Je le saurai après quand on va nous compter et nous recompter 10 fois. Et les 840 autres, où ils sont? On ne sait pas. Alors, les camions démarrent et on nous amène, on peut entrer dans un camp où c'est marqué Buna, Monowitz, Auschwitz, Drei, Auschwitz 3. Bien, alors on arrive, il a toujours pas de course pour descendre, pour ci, pour ça. Il fait froid, c'est le 10 octobre en Silésie. J'ai un peu froid comme aujourd'hui. Vous êtes arrivé de jour ou de nuit? Vous êtes arrivé... Deux jours. C'était 2 jours. Les détenus, vous ne parlez pas évidemment, ces fameux détenus rayés qui venaient au train. Vous n'avez pas le droit. Ah non. Est-ce que les détenus, est-ce que quelqu'un... Les autres, interdiction absolue de nous parler, ils risquaient de se faire tuer. Personne ne posait de questions? Personne ne posait de questions. On savait d'abord pour qui ils étaient, ces mecs, ces types maigrichons, habillés de rayés, avec un affreux bonnet sur la tête. Je ne sais pas d'où ils sortent. Quel type de gens c'est? On nous aurait dit, c'est des Martiens, on l'aurait cru. Hein, encore qu'on ne savait pas à l'époque ce que c'était que des Martiens. Mais tout ça se passe à une allure invraisemblable, au pas de course, et sous les cris, sous les hurlements, on est séparés, on ne voit plus les siens, et bon, mais moi, je perds immédiatement de vue, ma mère, ma soeur, mais il y avait des petits gosses, Terminé. On arrive à Buna-Monowitz. Ça a duré combien de temps, excusez-moi, entre votre sortie du train et l'arrivée à Buna? Je ne sais pas, mais en moins de 2 heures, on était descendu du train, passé la sélection, était transporté dans le camp à côté, et puis, bon, on est dans un autre univers.
Là, on nous compte, on nous recompte. Et vient un ordre qui nous paraît la chose la plus stupide qu'on puisse dire, déshabillez-vous. On est dans la cour, ça veut dire quoi, déshabillez-vous? Déshabillez-vous. Et alors les autres, ceux qui nous courent autour, nous font signe qu'il faut se déshabiller. Alors on se déshabille, nos vêtements sont à nos pieds, on est à poil. Il fait froid. Nos vêtements sont à nos pieds. Aussitôt des commandos nous retirent nos vêtements, on est non seulement nus, mais dépossédés. On n'a plus rien. Un SS passe dans les rangs et donne à chacun un coup sur l'épaule pour qu'on soit obligé de se baisser des fois qu'on ait dissimulé quelque chose dans l'anus. C'est la fouille professionnelle de ces messieurs. Bien, bref. Alors, on est au garde à vous et on nous fait passer dans une douche chaude. Une douche. À la sortie de la douche, on oblige chacun à monter dans une espèce de baignoire. Et là, on nous appuie sur la tête. C'est du mercryl, c'est un désinfectant. On sort de là, on ne sait plus où on est. On ne sait plus ni ce qu'on est, ni où on est. On va passer chacun son tour. On est rangé par ordre alphabétique. On a encore un nom. On nous appelle. Et on passe devant une rangée de gens qui sont là avec une petite aiguille qui nous tatoue un numéro. À partir de là, on n'a plus de nom. Et quand on essaye de poser des questions, parce que à qui? Aux anciens qui nous courent autour. Quelles questions on pose? Où sont les autres? Ils nous font signe. On ne comprend pas, il n'y a pas d'étage ici. Ils nous font signe. On va comprendre. Et quand on va comprendre, on va refuser de comprendre. Quoi? Oui, gaz. C'est pas possible, qu'est-ce qu'il nous raconte? Et on réalise que tout ce qu'on... C'est vrai, ça peut être vrai. Et on réalise en même temps qu'il faut combattre, faut absolument qu'on se maintienne en vie. Si on cède, même au chagrin, même au deuil, on est mort. On est mort. Tout s'accompagne de coups, tout s'accompagne de gifles. Tout n'est que brutalité dans cet univers où on se trouve plongé. Et alors en nous se livre un combat où on cède, où on lutte. Et si on lutte, il faut être en deuil tout à l'heure. Vous vous rendez compte le chemin que mentalement on parcourt? Bien. Malheureusement, tout le monde ne parcourra pas. Et il y aura des morts rapidement. Des morts de désespoir, des morts de fautes commises, mais des morts de renoncement à la vie. Parce quel sens peut avoir la vie pour un homme de 28 ans, dont la femme et deux petits-enfants étaient avec lui quelques heures avant, et dont on lui dit qu'ils ont été grassés, mais c'est pas pensable. Comment franchir le pas de la compréhension de cela? Et ça se fait immédiatement dans les heures qui suivent. Dans l'immédiat. C'est après la première demi-journée, on nous loge sous un grand chapiteau, les 260 qui sont vivants. Et le chef du camp, qui est un criminel de droit commun, va venir bisuter ces nouveaux arrivants. Il en prend un au hasard, qui soi-disant s'est pas rangé assez vite ou quoi, et il le tue sur place, à coup de poing, à coup de pied. D'abord, on n'a jamais vu tuer un homme. C'est un truc qu'on peut vivre toute sa vie sans voir tuer un homme ou une femme. Hein? Je sais pas, c'est pas un spectacle courant. Et en même temps, on réalise que cet homme, ça peut être moi, ça peut être moi aujourd'hui, ça peut être moi demain. C'est un monde de mort. C'est un monde de mort. Alors bon, on nous enferme là, dans tout ce chapiteau. On nous assigne un lit, un chalit, du moins. Et il paraît qu'on ne va pas aller travailler avant 48 heures. Pendant 48 heures, on nous garde là, on nous apprend à se mettre au garde à vous, à s'aligner, une sorte de bizutage. Qui vous apprend? Hein? Qui vous apprend? Les capots, on découvre qu'il y a des capots, qu'il y a des gens qui ont des brassards, que bon. Puis on ne voit pas beaucoup de SS. On n'en voit même pratiquement pas. Sauf le soir à l'appel, quand on lui a raconté tout le camp, et le matin à l'appel,
C'est des choses qui durent 1 heure et demie. Hein. On est 10 000 dans ce camp. 12 000 selon les moments. Compter est tombé juste quand on compte 10 000 personnes. Non, mais ça, vous en rendez compte dès la quarantaine, oui, que oui, vous êtes 10 000 tout de suite. Et puis bon, entre-temps, on a commencé à avoir des contacts avec des gens plus anciens que nous. Il n'y a pour ainsi dire pas de Français. Nous sommes le premier groupe important de Français, parce que le langage compte, la langue. Bon. Les capots, ils parlent en quoi? Pardon, excuse-moi. C'est? Oui, vous pouvez. Bien. Nous sommes donc à Bunamonowicz. C'est à quelques kilomètres d'Auschwitz. Dans un camp où on est, nous dit-on, 10 000, parfois 11 000, parfois moins, bon. Et c'est de là qu'on va travailler. C'est de là qu'on va partir travailler. Il y a, nous dit-on, un très vaste chantier à côté du camp, mais on ne mesure pas, on n'a pas le sens des dimensions, on n'a pas le sens, c'est pas nos métiers. Hein, Il se passe donc les premières 48 heures, comme j'ai dit, on est toujours sous le chapiteau. Puis on est divisé en commandos, selon les besoins en main-d'œuvre, on ne sait pas encore où, avec des commandos de 50, des commandos de 150, ça dépend quel type de travail. Et puis, arrive le grand jour où on sort travailler. Alors, excusez-moi, pardon de vous interrompre, mais les commandos de travail, ils sont formés à partir des 260 Français ou vous vous adjoignez à des commandos déjà existants? Oui, bien sûr, nous, les 260 Français, nous sommes affectés. Bien sûr, le camp, il marche, il fonctionne. Les 10 000, ils vont tous les jours au travail. Et comment est-ce que vous êtes affecté à un commando de travail en particulier? Le plus grand des hasards et l'arbitraire total. On va nous demander nos métiers. Très peu de gens seront occupés à leur métier. Dans notre convoi vont être retenus le professeur Robert Weitz, professeur de médecine à la faculté de Strasbourg, parfaitement bilingue. L'allemand est sa langue maternelle au même titre que le français. C'est un homme de réputation internationale. Eh bien, il va tout de suite être retenu comme médecin. Parce que dans ce camp de Bunamonowicz, il y a aussi une infirmerie, il y a aussi un Krankenbau, ça veut dire un lieu hospitalier, un lieu où on accueille des malades. Bon, il y a des médecins qui travaillent comme médecins, qui soignent avec les moyens qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas. Mais ça, c'est le déroulement du camp. On va au travail. Alors, on est affecté à des commandos, commandos qui creusent des tranchées, commandos qui portent des poids, commandos qui déchargent des wagons. Les derniers arrivés n'ont pas les meilleurs emplois. Hein. Comme on a encore des forces neuves, la logique veut qu'on nous affecte aux travaux les plus durs. Donc, on est mêlé au chantier. Quand on arrive sur ce chantier, et qu'on voit l'immensité, le chantier a plus de 50 km². On apprend qu'on y construit pour le compte du plus grand trust européen des produits chimiques à l'époque, IG Farben Industrie. IG sont les deux initiales qui veut dire Interessengesellschaft, ça veut dire société anonyme, société d'intérêt, ce qui est la traduction en allemand de société anonyme. Farben Industrie, c'est-à-dire industrie des colorants, c'est des produits chimiques. Voilà. La société française que les Allemands avaient obligé les actionnaires français à consentir un peu s'appelait Francolor. Donc c'est la traduction presque de Farben Industrie. Et dans ma jeune tête, s'impriment les enseignes des noms internationalement connus du bâtiment, de l'électricité, de l'électromécanique, des machines-outils, des chemins de fer. Et il se fait rapidement dans mon esprit ce rapprochement, mais c'est ça le nazisme. Le nazisme, c'est le moyen de réduire en esclavage au service de ces gens-là l'Europe mise en esclavage. Et cette idée ne va plus me quitter. Ni pendant tout le temps de ma déportation, ni bien longtemps après, jusqu'au jour de 1993, où nous allons inaugurer au Père-Lachaise un monument aux victimes de Bunamonowicz avec les noms des camps et la dénonciation des entreprises qui nous ont réduits en esclavage, pour que la Shoah ne soit pas seulement le massacre gratuit
mais soit le crime voulu et commis pour le compte de l'expansionnisme allemand au moment où il rêvait d'asseoir son pouvoir pour un millénaire. Parce que c'était ça, le but du régime hitlérien. C'était d'imposer à toute l'Europe, et au-delà si possible, l'expansionnisme allemand pour un règne de 1000 ans. Cette idée ne me quittera plus. Et elle ne sera pas seulement mon idée, mais les gens les plus lucides qui vont faire le procès du nazisme comprendront à quoi servait le nazisme. Il n'était pas inutile, bien sûr pas innocent. Il était le pouvoir par la terreur de multitudes humaines immenses, conquises et gardées par la force, au prix des persécutions les plus barbares, et sur la base de l'extermination des peuples réputés inférieurs. C'est ça le racisme nazi. Hein? C'est pas une malédiction juive, c'est une malédiction de l'espèce humaine dont les juifs ont été les victimes privilégiées et qui doivent cultiver la mémoire de ceux qui sont disparus, mais aussi la mémoire du crime, caractériser la Shoah comme une catastrophe, ça appelle peut-être la compassion, et encore que les générations futures s'en battront l'œil. Mais le crime, lui, appelle la justice. Et la justice, tant qu'elle n'est pas accomplie, doit être une revendication présente dans la conscience humaine jusqu'à la fin des temps. C'est ça le sens que je donne à la bataille pour la mémoire. C'est sa seule fonction. Me rappeler des morts, j'ai pas besoin de monuments. J'ai pas besoin de musée. Bah, toutes les nuits, j'en rêve. Hein? Quand un journaliste m'a demandé un jour combien de temps j'ai été déporté et comment je m'en suis remis, je dis, monsieur, moi j'ai été déporté pendant 650 jours et à l'époque 10 000 nuits. Alors si vous voulez faire l'addition, vous saurez comment je m'en suis remis. Et effectivement, en ce qui nous concerne, maintenant de plus en plus rare, les survivants, notre témoignage doit être strict, doit s'accompagner d'une recherche incessante de la vérité, corriger les chiffres, corriger les dates, corriger les lieux à mesure qu'on découvre, pour que la vérité soit la plus vraie possible. Mais ça n'est pas ce kadish permanent, ce voyeurisme permanent qui nous victimise pour l'éternité. C'est pas ça la mémoire. Si ça c'était la mémoire des hommes, on serait encore dans les cavernes. La mémoire des hommes, c'est ce que les hommes ont accompli pour sortir de la nuit. Et c'est la force qui est seulement celle des hommes. C'est qu'au cœur de la nuit, on continue de croire au matin. Et moi, je suis de ceux qui croient au matin. C'est pourquoi la nuit me laisse le souvenir d'un combat et pas seulement des douleurs que je garde et que personne ne peut me prendre malheureusement. C'est ce que je vous disais sur le sens que je donne au témoignage, à l'exposé, à la défense de la mémoire, à l'enseignement qu'il faut donner aux autres. Si on ne sait pas apprendre, pas seulement à nos héritiers au sens le plus strict et le plus égoïste du mot, pas seulement aux enfants juifs, mais à tous les enfants du monde, ce que, si on l'espère, des hommes sont capables de faire à d'autres hommes. Si on ne sait pas leur apprendre ça, ça a servi à rien. Ça a servi à rien. Voilà. Est-ce que vous permettez que je vous pose encore quelques questions? Pardon? Est-ce que vous permettez que je vous pose encore quelques questions? Est-ce qu'on peut continuer un petit peu? Bien sûr. Je n'ai jamais cessé de répondre à vos questions. Absolument. Oui. M'excuse de vous demander de parler un petit Bien sûr, non, mais c'est moi qui ai tendance loin, à parler dans ma barbe aussi. Moi, je parle dans ma barbe. Vous avez une jolie voix un peu trop basse. Vous avez parlé là finalement du sens que vous accordez à votre témoignage, ou Oui. enfin en évoquant précisément ces enseignes
du chantier de l'usine Igué Farben à Buna. Ce commando de travail dans lequel vous vous êtes retrouvé, il était avec des Français, avec qui il y avait, nous étions assez mêlés. Bon, moi, j'éprouvais pas de gêne à me lier. Français, je parlais français. Allemand, je comprenais l'allemand. Des mots polonais ne m'étaient pas tous étrangers. Hein. Et puis, une curiosité naturelle et un désir de converser. Chaque fois que c'était possible. Chaque fois que c'était possible. Mais est-ce qu'il y avait des solidarités nationales comme ça, entre Français, entre Hongrois, enfin les Hongrois n'étaient pas encore là, mais je veux dire les... National est un bien grand mot. Polonais, Il y avait Hollandais. une action souterraine dans le camp. Hein. Nous avions dans notre convoi les seuls dirigeants de la résistance juive en France, de l'immigration, qui ont été arrêtés par la Gestapo, étaient de mon convoi. Que ce soit Hillel Korman, l'oncle à Krasuki, que ce soit Alfred Besserman, responsable national de la CGT, que ce soit quelques autres comme ça, ils sont arrivés en même temps que moi. Korman, militant communiste, un des dirigeants de la résistance juive en France, comme Reitsky, comme d'autres, Reitsky qui est toujours là, hein, a apporté dans ses bagages, il a réussi à le rentrer dans le camp, une circulaire qui portait instruction du comportement des communistes quand ils sont aux mains de la police allemande. C'était une directive de la direction nationale du Parti communiste français. C'est la première fois que pénétraient dans le camp des instructions précises quant à la solidarité, quant à l'organisation des combats, quant à la surveillance, quant au renseignement, quant à tout. C'était une instruction détaillée qui, pour la première fois, entrait dans ce camp. Où il y avait des résistants allemands, il y avait un de nos camarades qui est devenu ministre après dans l'Allemagne de l'Est. Donc c'est dire à quel niveau se retrouvaient certains. Bien. Je parlais de Robert Weitz, professeur de médecine, de Georges Wellers, qui a été le premier président avant moi de l'association des anciens de Buna. Il y avait un certain nombre de personnalités, y compris un tout petit nombre reconnu par la hiérarchie dans le camp. Nous arrivons dans le camp sur le dernier trimestre de 1943. Il y avait eu des instructions déjà, à l'époque, venues de Berlin, que les déportés constituent une réserve de main-d'œuvre. Or, on ne peut pas traiter de la main-d'œuvre comme de la chair à chambre à gaz. Si on veut qu'ils rendent quelque chose, il faut un minimum les nourrir. Donc, nous touchions 300-350 calories par jour. Alors qu'il en faut 1000 pour vivre à peu près bien. Mais enfin, ça n'était pas rien. On a supprimé l'appel du soir, petit à petit. Puis après, ils ont supprimé même l'appel du matin, il n'y avait plus que l'appel du dimanche. Pourquoi ils ont supprimé les appels? Parce que l'appel, ça supposait rester debout au garde à vous pendant 2 heures, 3 heures par jour. Hein? Donc il y a eu, sur le plan, je ne vais pas déshonorer le mot humanisation, c'est vraiment traité plus bas que terre que d'employer ce terme, mais il y a eu des mesures prises, surtout dans ce camp, un camp comme le nôtre. Il y avait en Haute-Silésie notre camp, qui s'appelait Auschwitz III, et qui était la propriété de Igué Farben. Est-ce que vous vous rendez compte? La propriété d'Igué Farben, avec une autonomie complète sous le nom d'Auschwitz III, alors que Birkenau c'était Auschwitz II, et le camp central Auschwitz I. Les SS vendaient notre main-d'œuvre. Tous les jours, il y avait un bordereau. On livrait 8492 détenus au travail. On devait être payé 1 franc par jour, dont les SS gardaient 80 centimes, et avec le reste de nourrissaient pour qu'on ne croupisse pas. Vous dire à quel point ils nous traitaient bien. Pour Noël 43, 2 mois et demi après notre arrivée, 10 octobre, 25 décembre, c'était un jour non travaillé. Nous avions décidé, nous, ceux de notre convoi, décision prise comme ça
de nous compter et de passer tous à un moment donné au même endroit où quelques-uns, étaient chargés de faire le compte. Et ça a passé à travers tout le camp. Hein. Bien. Nous étions arrivés 260. À Noël, nous nous sommes comptés 75. Nous étions 75 survivants sur 260. C'est-à-dire à quelle vitesse la mortalité emportait la plupart d'entre nous. Et ça, c'était après l'humanisation, avec tous les guillemets. Voilà le régime du camp. Il y avait dans le camp les conditions de travail, la promiscuité, la brutalité, l'autorité des capots recrutés dans la pègre. Ça a été une grande bataille dans ce camp, dans tous les camps, pour obtenir qu'à la place des droits communs issus de la pègre, des politiques occupent des postes. Depuis la pluche à la cuisine jusqu'au poste de médecin-chef. Chaque fois que nous glissions, que nous obtenions qu'un politique, racial ou non, hein, mais qu'un politique occupe un poste, de si peu que ce soit d'autorité dans le camp, on sauvait des vies. On sauvait des vies. Mais comment on arrivait précisément à obtenir ça? Eh bien, il y a d'abord le fait que les gens de la pègre, ce sont des criminels, des salopards et en tout cas des malhonnêtes. Donc le trafic l'emportait sur tout le reste, la brutalité la plus débridée, droit de vie et de mort et tout ça. Bon. À partir du moment où en haut lieu, on a considéré que les déportés constituaient une main-d'œuvre qui pouvait être utile, cette main-d'œuvre fallait l'aménager. Hein? Donc se terminait le temps des brutes et des assassins. Hein? Essayer de mettre à la place des complices ou des connivences. Mais entre la résistance et la connivence, c'était une question d'habileté, souvent d'héroïsme. Hein? Il fallait occuper. Et dans les postes les plus ingrats. C'est toujours été une victoire d'obtenir qu'un résistant remplace un criminel. Mais en plus, j'imagine qu'un déporté politique, un rouge, n'était pas nécessairement enfin, c'était pas non plus obligatoirement le meilleur capot. Enfin, c'était peut-être un meilleur capot qu'un vert. Mais est-ce que c'était l'assurance? Il y a des gens qui ont été détenus pendant 9 ans. Est-ce que vous pouvez imaginer à quoi avait survécu quelqu'un qui avait passé 9 ans en camp de concentration? Ou 7 ans? Ou 6 ans? Est-ce que vous imaginez ce qu'un Tchèque pouvait avoir à reprocher à un Français qui les avait abandonnés à Munich? Est-ce que vous imaginez ce qu'un Polonais pouvait en vouloir à un Français de les avoir laissés crever en 39-40? Ça vous est arrivé par exemple? C'est tout ça le camp. C'est tout ça le camp. C'est au milieu de toutes ces hostilités attisées par la propagande et par la Sturm, les gardes Sturm. Hein. C'était leur but de nous déshumaniser. Qu'est-ce qu'il fallait surmonter? De préjugés, de haine, de souvenirs. Moi, je me souviens m'être opposé un jour à un Polonais qui voulait m'imposer de faire quelque chose que je n'étais pas obligé de faire, mais qu'il avait le droit de m'imposer de faire. Je lui dis avec mes 4 mots de polonais, je ne suis pas un juif polonais, moi je suis un citoyen français, et tu vas prendre ma main dans la gueule. Il était 4 fois plus grand que moi, et plus fort. Et il a cédé. Et il a cédé. J'ai vu les juifs polonais qui ne parlaient qu'à la 3e personne, au dernier des imbéciles polonais, parce que c'était leur éducation, c'était leur culture, c'était leur passé. C'est tout ce mélange de tout ça dont il faut tenir compte. L'univers concentrationnaire, c'est le melting pot de toute cette histoire. Hein. Je pourrais vous raconter jusqu'à l'infini des temps les brutalités, les crimes, les assassinats, les pendaisons. C'est pas le plus important. C'est le plus tragique, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le quotidien de l'univers concentrationnaire. Hein. Savoir ce qu'a signifié vivre, survivre des mois, voire plusieurs années, dans cet univers-là, où toutes les notions de valeur étaient complètement différentes de ce qu'on peut appeler dans la vie normale des valeurs humaines, ou même des valeurs inhumaines. On ne se tuait pas pour les mêmes raisons, on ne survivait pas pour les mêmes raisons. Tout était bouleversé.
Et dans tout, il fallait essayer de rester des hommes dignes et des femmes dignes. Il y a eu aussi des femmes pour qui tout était encore 10 fois plus difficile que pour nous. Donc, si on veut comprendre, essayer de comprendre ce qu'a été l'univers concentrationnaire, ce n'est pas seulement le lieu affreux de détention. C'était un univers où toutes les structures de l'espèce humaine ont été bousculées, ont été remises en cause. Vous, à quel moment À tout moment, à tous les moments. À tous les moments. Il n'y avait pas de bons et de mauvais moments. Hein. Il n'y avait qu'une différence, dignité ou indignité. Accepter de prendre un bâton pour sauver sa peau, c'était s'obliger à se servir du bâton sur les autres. Il fallait savoir prendre le risque d'y laisser sa peau et refuser le bâton. C'était aussi ça, l'univers concentrationnaire. Hein. C'était dire à un type, attention, on va te voler ton pain. Parce qu'il ne faisait pas assez attention, et pas lui prendre son pain. Hein. C'était avoir la confiance des 3 autres quand on me donnait un pain à couper en 4, uniquement pour espérer que ça se terminerait par une bagarre, parce qu'il y aura ceux qui s'estimeront mal servis. Et on va descendre un peu plus bas dans l'animalité. C'est 1001 détails de tout ça. Hein. C'était tout ça. Je me souviens d'un jour où j'avais eu une forte fièvre. Alors j'étais parti le soir, après le travail, à l'infirmerie. Et j'avais rencontré le professeur Weitz, qui en avait des liens, on était du même convoi, ça créait des liens. Hein. Il était de la fièvre. Bon, je te fais un bon, demain tu ne vas pas au travail, tu vas venir demain matin. Bon, alors le lendemain matin, au lieu d'aller au travail, j'ai laissé sortir tout le monde, comme quelques-uns dans le camp, et j'ai pu aller à l'infirmerie. À l'infirmerie, j'avais plus de fièvre. Il me dit, t'as plus de fièvre, je suis obligé de te laisser ressortir. Je dis, bon, j'ai plus de fièvre, j'ai eu un accès de grippe ou je sais pas quoi. Bon, bref. C'était trop tard pour aller au travail, puisque tout le monde était parti. Alors, dans ce cas-là, on était libre de promener dans le camp toute la journée, de passer sa journée comme on pouvait. Au milieu de la journée, ça devait être vers midi, je me promenais dans le camp, comme ça, en essayant de rester le plus discret possible. Il y a un chef de bloc qui me fait signe de loin, comme. Je m'approche, il me tend son assiette, il dit, va me laver mon assiette. Alors, je prends son assiette, dans l'assiette, il y avait un beau restant de pommes de terre sautées. C'était une façon de me donner un reste à manger. Et en mangeant, je sens que je suis au bord des larmes et je pleure. Je ne sais pas pourquoi je pleure. Je m'aperçois que j'ai une fourchette, que je mangeais pour la première fois avec une fourchette. Parce qu'il m'avait aussi donné sa fourchette à laver. La distance entre la fourchette et ce que j'étais devenu, c'est la distance entre le monde civilisé et l'univers concentrationnaire. Comprendre ça, c'est comprendre plus que toutes les photos d'exposition et tout le reste qu'on vous racontera. C'est de ça qu'il a fallu revenir. J'ai eu le bonheur d'en revenir. Puis je considère que je me souviens de l'essentiel. Et c'est ça que j'essaye de rendre. On ne naît pas un esclave, on le devient. On ne naît pas un homme digne, on se bat pour le rester. Et c'est ça le combat ininterrompu qui a été le mien toute ma vie. J'aime trop ceux qui m'entourent, quels qu'ils soient, pour les priver de la seule chose que je peux leur donner, la leçon de ce qui a été, et pourquoi ça a été, par qui ça a été, et ce qu'il faut en garder. C'est ma bataille pour la mémoire, je vous l'ai dit tout à l'heure. Bien, nous sommes donc là dans ce camp de Buna Monowitz.
avec des moins bons moments, des sélections, parce que en plus, il y a évidemment ceux qui perdaient, à qui il ne restait plus que la peau sur les os, qu'on appelait les musulmans dans le jargon allemand. Un musulman, c'était un type amaigri, c'est sans doute des vieilles images qui hantent les consciences et les lectures du début du siècle. On appelait des musulmans. C'était ceux qui avaient plus que la peau sur les os et qui, en cas de sélection, étaient désignés pour aller mourir. Les mois passent, nous sommes relativement au courant de ce qui se passe à l'extérieur. D'abord, on travaille sur un chantier. Et sur ce chantier, on est près de 60 000 à travailler, il n'y a pas que les déportés. Hein. Il y a ce qu'on appelait les déportés du travail à l'époque, il y a des Polonais, il y a des Français, il y a des prisonniers de guerre anglais, il y a aussi des contremaîtres allemands qui sont plus ou moins brutaux, plus ou moins humains. Il y a ceux avec qui on peut s'expliquer parce qu'on parle la langue. Il y a toutes les occasions qu'on peut saisir de savoir ce qui se passe dans le monde. Et on le sait. On le sait presque au jour le jour. On a appris le débarquement l'après-midi du 6 juin. On savait qu'il y avait eu un débarquement en Europe. Et les Allemands, on en a surpris, qui se transmettaient la nouvelle avec joie parce que ça voulait dire que la guerre va peut-être finir un jour. Il y a que le monde, des dizaines et des dizaines de millions d'hommes étaient aux prises pour briser l'appareil hitlérien. Et qu'on suivait ces nouvelles avec anxiété, mais avec confiance. On savait que les Allemands ne gagneraient pas la guerre. Il nous suffisait de tenir un jour de plus qu'eux. C'est ça le rêve secret de chaque déporté, c'est de tenir un jour de plus que l'appareil militaire allemand. Et un jour, ça s'est produit. La guerre s'est un jour finie, on était quelques-uns qui avions survécu. Mais vous aviez le sens comme ça, intime, je veux dire, de cette conviction que vous alliez survivre, que vous alliez... Personnellement, je n'en ai jamais douté. À la minute où on commençait à en douter, on était mort. Comment douter qu'on allait... Personne ne doutait. Et puis, les morts qui se voyaient mourir nous transmettaient, nous donnaient leur seul testament, la mémoire. Parlaient de nous. Et puis, même la mort devient banale. Hein? Même la mort devient banale. Je me souviens de m'être lié un peu de camaraderie avec un autre maroquinier qui était un petit patron plus âgé que moi, qui exerçait son art avant la guerre dans le 3e arrondissement, près du Carreau du Temple. Alors, quand on se rencontrait, je lui faisais du bien parce que je lui parlais maroquinerie. Et bon, il avait laissé sa femme, ses enfants, il était plus âgé que moi. Fallait pas que ça dure trop longtemps. Il disait, mais faut tenir, mon vieux. Tu te rends compte que parmi nos alliés, on a la Chine. Tu sais combien ils sont, les Chinois? Quand les Chinois vont se mettre à acheter nos sacs à main, tu te rends compte des saisons que tu vas faire? Mais tu vas devenir immensément riche. Ah, il me dit, tu me fais du bien, c'est mieux que de la soupe. Raconte-moi encore. Puis un jour, je ne l'ai plus revu. Peut-être qu'il est parti avec son dernier modèle dans la tête. Les sélections avaient lieu régulièrement, enfin avaient lieu à intervalles réguliers. On était. C'était pas régulier, c'était tout à coup il y avait une sélection. J'ai été sélectionné une fois. Et j'en suis sorti par le plus marrant des miracles. Je lui ai dit que l'humour m'a accompagné. Je suis un homme sérieux, mais je ne suis pas l'humour, moi. Un soir d'hiver 44, j'avais attrapé un phlegmon au mollet. J'ai encore la trace de, je crois que c'est l'autre jambe. Et on m'a emmené à l'infirmerie et on m'a opéré un coup de bistouri sans anesthésie, sans rien. Souvenir tranchant, si j'ose dire. Et ça se passait en février. Et puis il y a eu en Allemagne, je ne sais pas quelle
quelle grande festivité chrétienne que les Allemands observent. Je ne sais plus si c'est le carnaval ou quoi, ou qu'est-ce, bon bref. Et j'étais donc à l'infirmerie. Et ce soir-là, le chef du bloc, détenu, passait entre les lits en disant « Est-ce que quelqu'un sait chanter ou danser ou faire quelque chose? C'est fête aujourd'hui. » J'avais aussi envie de... Même dans les conditions du camp. Bon, il y a eu... Les Juifs grecs chantaient merveilleusement. En général, ils chantaient presque tous bien. Les survivants. Il y avait des Juifs hongrois qui chantaient aussi. Puis je ne sais pas pourquoi il s'adresse à moi. Il s'adresse toujours à moi. Et toi, tu sais chanter? Je dis, non, je ne sais pas chanter. Mais qu'est-ce que tu sais faire? Et une idée me traverse l'esprit. Je dis, je vais te montrer ce que je sais faire. Je descends de mon lit. Et je me rappelle qu'un chansonnier nous avait raconté à Lyon, dans un restaurant de marché noir, c'est-à-dire clandestin, où ce type-là venait tous les samedis soirs, pianoter et raconter des histoires pour gagner son repas. Une histoire mimée, de clochard, couvert de poux et tout. Et d'instinct, je transpose cette histoire dans les conditions du camp. Avec les gestes, avec le mime, parce qu'il n'y avait pas besoin de savoir parler bien allemand, c'était tout dans le geste. Et la chute est effectivement très risible, très marrante. Et il s'amuse. Et il s'amuse. Et puis, puis il se tient les côtes, il se marre un bon coup, puis bon, il retourne se coucher, j'ai la nuit. Le lendemain, avant midi, il y a le médecin SS du bloc, parce que chaque bloc d'infirmerie était commandé par un SS, mais le commandant effectif était assumé par un détenu. Détenu ancien ou oui, appartenant ou non au corps médical, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et le médecin SS est là. Alors quand le médecin SS passait dans le bloc, il était toujours accompagné du chef du camp de l'infirmerie. Il y avait un chef, c'est toute une hiérarchie avec beaucoup de chefs. Le chef qui était un Polonais, médecin, alors vraiment médecin. Et le chef de bloc vient me chercher. Il avait raconté au SS qu'il y a un type qui raconte une histoire qui est bidonnante. Bon, alors il m'a dit, va le chercher. Il vient me chercher. Je me trouve devant le fichier SS, je dis, là, ça rigole peut-être plus, mais bon, qu'est-ce qui se passe? Il dit, refais l'histoire que tu as fait hier soir. Je dis, bon, c'est tout l'un ou tout l'autre, faut que j'y aille à fond. Et je remime l'histoire de la veille, mais en forçant le trait. Et sans hésiter, en compromettant à mort l'organisation du camp. Et le SS se bidonne. Comme c'est pas possible, ça l'amuse beaucoup, et par conséquent, ça amuse aussi les autres, parce que quand le SS rit, tout le monde rit. Bien. Et le SS dit au chef du bloc, ce gars, tu me le gardes 10 jours, tu lui donnes double ration à manger. Et je viendrai dans 10 jours voir s'il a grossi. Miracle. Donc, pendant 10 jours, le matin, on m'apporte 2 rations de pain. À midi, on me sert 2 fois la soupe. Et il se passe comme ça quelques jours. L'autre n'est jamais revenu voir si jamais maigri ou grossi les bienfaits de son régime. Et puis bon, je sors de là, c'est fini. Je suis censé être guéri et on sort de là. L'hiver 44, c'était mon 2e hiver. Je devais peser dans les 36 kilos. J'avais 1m71 et 23 ans. 22 ans. Et un dimanche, on travaillait que le matin, on rentre à midi, le bloc dans lequel je suis logé est consigné. Bloc Sperre, en allemand, ça s'appelle. Il y a une sélection. Et on voit s'amener 2 SS ou 3, je crois que j'étais 2. Tout le monde à poil, et on défile. Et ils retiennent sur les 240 ou 50 personnes qui étaient dans cette baraque, 36 d'entre nous, dont moi. C'est donc selon toute logique que la vie va s'arrêter.
Bien, alors les 36, on nous met à part, les autres sortent, la consigne est levée, et le chef de camp de l'infirmerie, le docteur polonais, vient, s'assoit derrière une table, sort un papier et note les numéros des uns et des autres. On n'en fait plus partie de la vie. Et je ne sais pas quoi, mais quelque chose me dit, faut pas que je me presse, je vais essayer de passer à la fin. Bon, alors on passe les uns après les autres, il faut bien qu'on passe. Et je suis le dernier. Il me regarde et il me dit en allemand, Kannst du noch viel witzen? Est-ce que tu connais beaucoup de blagues? Je lui réponds avec le même aplomb, bis am Ende der Krieg. Et je peux t'en rappeler jusqu'à la fin de la guerre. J'aurais mis tout le camp par l'autre porte. Et il me sort de là et j'ai eu la vie sauve pour cette anecdote qui s'est passée comme je vous le raconte. Il se trouve qu'après la guerre, j'ai retrouvé le chansonnier qui m'avait raconté cette histoire. Il dirigeait l'orchestre de jazz qui, dans le hall du casino de Deauville, faisait danser les jeunes le samedi soir. J'étais donc là en vacances avec ma jeune femme, nous avions notre premier bébé. Je vois son nom sur l'affiche, ça me rappelle quelque chose, je le regarde, mais c'est lui. Je dis, mais ce gars-là, je lui dois la vie. Alors, je dis à ma jeune femme, je dis, tu sais, il faut que j'aille parler au chef d'orchestre, je crois que je le connais de Lyon. Je vais aller lui dire 2 mots, je n'ai pas voulu l'attrister, lui raconter toute cette histoire. Et alors, je me lève et je vais vers l'orchestre. Il y avait 2 orchestres, un orchestre qu'on appelait Tango Rumba et un orchestre de jazz. Et lui, il dirigeait l'orchestre de jazz. Et là, je lui fais signe que j'ai quelque chose à lui dire. Je me fais signe d'attendre. La danse s'achève. Il descend, il dit, monsieur, vous vouliez me dire quelque chose? Oh, quelque chose de pas très important. Monsieur, je voulais juste vous dire que je vous dois la vie. À moi, vous me devez la vie, mais je ne vous connais pas. Puis vous allez me connaître. Et je lui raconte ce que je viens de vous raconter. On ne peut plus parler. Il avait les yeux pleins de larmes et moi aussi. Alors on s'est serré la main sans même pouvoir se dire au revoir. Et je suis retourné vers la table où étaient mes copains et ma femme. Et comme je fumais, j'avais automatiquement sorti une de mes gitanes. Et ma femme me dit, tu sais, tu fumes trop, tu as les yeux tout rouges. Je dis, oui, je vais fumer moins. Voilà, c'est tout. Vous en voulez d'autres? Juste encore quelques questions. Je vous embête là. Vous, ça va, ça, on peut continuer encore un petit peu ou vous me dites quand on... Moi, ça va. Quelle heure il est? Il est 6 heures, il y a quand même pas tout à fait 3 heures que nous parlons. Vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'on était au courant du bruissement du monde finalement, qu'on était au courant de ce qui se passait autour. Est-ce que d'une part vous aviez conscience de l'organisation du camp avec Auschwitz I, Birkenau, Buna, et par exemple, est-ce que un épisode comme la révolte du Sonderkommando en octobre 1944, c'est quelque chose dont vous avez entendu parler ou pas du tout? Pas du tout, sur place. Pas au moment où ça a eu lieu. On n'a pas entendu parler. Peut-être j'en ai entendu parler plus tard, mais c'était quand même à une époque assez avancée de l'existence des camps. Moi, je n'ai jamais été ni à Birkenau, ni à Auschwitz, camp central. Hein. Et vous en connaissiez l'existence à l'époque? Oui, bien sûr. Bah oui, tout à fait, bien sûr. Sans savoir, dans le détail ce qui s'y passait. Sinon, les exécutions, tout ça, on le savait, l'extermination. Et puis, il y avait avec nous, il y avait des survivants du ghetto de Varsovie, il y avait... je m'étais lié d'amitié avec un détenu qui était surpris de me voir parler un si beau yiddish, parce que je parle encore même, un yiddish assez pur. C'est parce que je le parle pur que j'ai pu apprendre à parler un allemand relativement pur. Vous savez, pour apprendre une langue étrangère, pour connaître la sienne. Et on était devenus assez copains, il m'avait raconté les détails du ghetto. C'est des choses aussi qu'on ne connaissait pas dans le détail, mais
il avait, par miracle, échappé au dernier combat du ghetto. Bon, alors on savait sur les autres camps, on connaissait leurs noms, il y avait des mutations, des gens qui étaient transportés d'un camp à l'autre, on ne savait pas très bien pourquoi, et bon, bref. Ils venaient des camps de Blechamer, de Yavichobitz, de Yabojno, des dizaines de camps qu'il y avait en Haute-Silésie. Tout à coup, nous amenaient des gens parce qu'ils avaient trop de monde là-bas. Puis après, ils ramenaient du monde de chez nous, ils l'emmenaient là-bas. On ne savait pas très bien pourquoi. Donc on était relativement informés de l'appareil concentrationnaire de la Haute-Silésie, qui était un monde à part. Hein, comme il y a eu Buchenwald, comme il y a eu Mauthausen, dont on connaissait les noms. Mais moi, je connaissais Buchenwald avant la guerre. Hein, j'ai travaillé avec un réfugié allemand qui avait été détenu, un juif allemand, détenu à Buchenwald, mais à l'époque, ils étaient condamnés à temps. Pas par un tribunal, pas en demander trop. Mais il y avait des mesures administratives, des mesures arbitraires. Bon, bah, vous prenez un an de camp de concentration. Puis au bout d'un an, il le faisait racheter par la famille, ou il le libérait dans des conditions abracadabrantes. Donc il y a eu tout ça, et j'ai eu, moi, comme compagnon de travail, dans un atelier de maroquinerie. Parce que vous avez travaillé dans un atelier de maroquinerie En France, en France, bien sûr. Pardon, recherche. Les livres, enfin dans les quelques dernières années, de Français, de jeunes Français, oui, de jeunes Juifs français qui ont été déportés. Qui ont été déportés jeunes. Oui. Jeunes d'aujourd'hui, il n'y en a pas. Non, bien sûr. À Buna, mais très, très tardivement. Enfin, ces oui, convois d'avril, d'août que vous avez vu arriver. 44, oui. Vous aviez vous essayez de les. Enfin, ces gens que vous voyez arriver, parce que vous en avez quand même vu beaucoup passer, comme vous avez été déporté relativement tôt. Bien sûr, il en est arrivé après moi, il en est arrivé 1 mois après moi, 2 mois, 3 mois après moi. Et puis, ça a continué. Et puis, ça a continué. Ça a continué jusqu'à fin janvier 1944. Après, il n'y a plus eu de convoi venu de France qui soit venu à Monowitz. Il y en a eu à Auschwitz, il y en a eu ailleurs. Mais à Monowitz, je n'ai pas le souvenir qu'après janvier ou février 1944, soient venus des convois entiers. Enfin, entiers. Ceux qui avaient échappé à la première sélection. Alors oui, il y avait, c'était une de mes grandes obsessions. C'était la crainte de voir arriver des gens que je connaissais, y compris ma propre famille. Hein, j'éprouvais un chagrin d'une profondeur incroyable quand je reconnaissais quelqu'un, rien qu'en constatant qu'il lui arrivait ce qui m'est arrivé à moi et dans lequel je m'étais installé. Moi, ça y est, moi je ne pouvais plus rien pour moi. Hein. Mais de voir arriver quelqu'un que j'avais vu grandir ou quoi, ça me causait ça me provoquait un traumatisme extraordinaire. Il n'y avait pas d'indifférence qui s'installait à la longue? Ah non, non. Quand arrivait un convoi nouveau, alors quand on me l'annonçait de France, c'était bien rare qu'on n'y reconnaisse pas quelqu'un, ou quelqu'un avec qui on avait des relations communes. Mais quand c'était quelqu'un que j'avais connu, dont j'avais connu la famille, ça me torturait, ça me faisait... je ne pouvais pas m'en défendre, hein. J'aurais pu être... non, ça me faisait une peine terrible. Ça me fait toujours encore ça quand je parle à une femme ancienne déportée. Parce que tout ce que je me souviens pour moi, je le surdimensionne quand je dois le penser pour une camarade femme. Hein? Et en déportation, je n'imagine pas les femmes des hommes comme tout le monde. Je n'imagine qu'une souffrance infiniment plus grande, une difficulté infiniment plus grande. Et il me prend une pitié contre laquelle je ne me défends pas. Hein. Et j'ai quelques camarades anciennes déportées qui ont reconstitué leur vie comme j'ai reconstitué la mienne. Hein. Je connais des couples qui sont revenus tous les deux. Mais je ne peux pas m'empêcher, quand je pense aux 2 déportés, à penser avec immensément plus de chagrin à elle qu'à lui. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est un restant de machisme.
C'est possible. Il faudrait que j'en parle à Zygmunt. Freud, il va m'expliquer ça. Vous êtes resté en gros jusqu'à votre départ du camp dans les mêmes commandos ou de travail, ou vous avez changé de travail? J'ai changé plusieurs fois de commando, mais le dernier, c'est celui dans lequel je suis resté le plus longtemps. C'était un commando dont j'ai été du premier noyau. Il s'était constitué avec 7 détenus. Et dont le capot était un droit commun autrichien. Mais un droit commun, ça ne veut pas dire criminel. Hein. Droit commun, ça pouvait être un trafiquant de farine, ou un escroc, ou un tueur. Bon, en l'occurrence, c'était un escroc. Viennois. Lié dans le camp avec les SS d'origine autrichienne. Il y avait, je ne sais pas quelle connivence et quelle complicité ils avaient à l'extérieur du camp. Mais cet escroc, un jour, avait été arrêté par la police. Et avant d'être arrêté, c'était un escroc, un voleur, qui connaissait d'autres gens. Certains sont devenus SS, lui, il est devenu détenu. Et ces SS lui apportaient même des colis de Vienne. Donc il était un détenu qui vivait en copinage avec des SS qui étaient des Autrichiens. Ce pas des officiers supérieurs, hein, mais des SS de bas étage, c'est des corneaux comme tout le monde. Hein. Et donc on était 7 au départ. Et je ne l'ai jamais vu donner une gifle à quelqu'un. Hein? C'est pas un homme de grande délicatesse. C'était pas une brute. Il lui arrivait de s'isoler l'après-midi dans une baraque sur le chantier avec des SS pour jouer au poker. Je vais dire à quel point... Bon. Et quand il nous parlait, il fallait bien qu'il nous enguirlande. Alors il nous enguirlande pour dire « Arbeiten mit die Augen » mais travailler avec les yeux. C'est jamais se faire prendre. À rien, il s'en fichait ce qu'on faisait, ce qu'on ne faisait pas. Vous faisiez quoi d'ailleurs comme travail? Pardon? Vous faisiez quoi? Alors, la mission de ce commando, c'est drôle, on avait été recruté menuisier, un peu électricien, un peu... Bon, j'étais rien de tout ça d'ailleurs. Et notre rôle, notre tâche, était de parcourir plusieurs des bâtiments en construction et de récupérer tout ce qui était récupérable. Les clous, les vis, le bois, le métal, le plomb. Sur un chantier vaste comme ça, des milliers de tonnes, des dizaines de milliers de tonnes de matériaux de toutes sortes se baladent. Bon. Alors, c'était un travail sans fin, sans commencement non plus. Il fallait quand même l'accomplir et arriver à quelques résultats, ne serait-ce que pour qu'on nous laisse continuer. Et puis, dans ce commando, la complicité viennoise a fait qu'on y a introduit, le capot a réussi à introduire, plusieurs juifs viennois, dont un était chef comptable. Et il est devenu, dans le commando, chef comptable de l'usine pour laquelle on travaillait, enfin de la firme pour laquelle on travaillait. Un autre, il y a eu aussi une planque. Il était arbitre international de football. Il s'appelait Brown. Il avait été arrêté en France. Je l'ai retrouvé en France après la guerre. Il est revenu aussi, il est mort il y a longtemps. Il y avait donc plusieurs Viennois comme ça. Et ce commando de 7 est passé à 15, puis à 20, puis à 30, puis à plus de 100. J'étais donc du noyau le plus ancien. Et en plus, j'avais, peut-être j'ai encore, une très bonne mémoire. Donc je connaissais par cœur tous les numéros, toutes les immatriculations de tous les membres du commando, avec leur affectation professionnelle. Parce que les SS qui vendaient notre main-d'œuvre devaient dire, il y a tant de terrassiers, il y a tant de menuisiers, il y a tant... Bon, bref, je connaissais ça par cœur. Et lui, le capot, lui, il connaissait le poker par cœur, mais le reste, rien. Quand il y avait besoin d'un renseignement, hé, François, il m'appelait Français, viens ici. Et puis il me demandait, du tac au tac, je lui répondais. Et un jour, il m'a même présenté un de ses copains SS, on disait,
si tu veux savoir, il se tutoyait, il dit, si tu veux savoir quelque chose, tu demandes au Français, il a tout dans sa tête, lui. C'était comme ça, bon. Et donc, c'est ce commando-là, c'est dans ce commando-là que j'ai travaillé, disons, au moins la moitié du temps que je suis resté à Bonan-Monowitz, ce qui était à la fois un commando physique, hein, mais sans brutalité excessive, sans... Bon, il fallait que... Bien. J'avais entre lui et moi un détenu juif berlinois, qui s'appelait Salzmann, qui était au camp depuis 1935. Le camp... Le camp de concentration, pas à Bouna. Il avait fait l'ouverture de Buchenwald, je ne sais plus où, Mauthausen ou Gross-Rosen, bien. Ce type avait donc 8 ans de camp de concentration. Même les SS le regardaient avec respect. Un type qui a tenu 8 ans, tout le monde le respectait. Et il était juif polonais d'origine. Son allemand qu'il parlait était, en tout cas, teinté d'un fort accent juif polonais. Il parlait bien l'allemand, bien sûr. J'espère qu'il a survécu. Je ne sais pas ce qu'il est devenu à la fin. Mais, lui, le matin, il avait un complice à la cuisine qui lui donnait une dizaine de pommes crues, qu'il amenait au commando. Au commando, on allumait un peu de bois et se les faisait cuire. Et il avait, pour moi, disons, une relative amitié, autant que le mot convient dans l'univers du camp. Pas qu'il me donnait à manger, ça s'est jamais arrivé. Il avait assez de mal à se procurer pour lui. Mais, il me faisait des confidences, il me racontait des souvenirs anciens. Il me parlait de tel SS ou de tel autre que lui, il avait connu dans d'autres camps. Et il estimait qu'avec son ancienneté, il avait le droit d'aller se coucher 1 heure ou 2 par jour, en se cachant derrière un tas de quelque chose, des sacs de ciment ou des briques ou quoi, et me confier la garde du troupeau, c'est-à-dire la veille. Aller veiller, à ne pas se faire piquer par un truc, à ne pas se faire piquer par un autre. Et nous, on vaquait sans arrêt, on montait l'escalier, on descendait l'escalier, on allait par là, on ramassait ceci, on ramassait cela. On avait des caisses à porter. Il fallait qu'on nous voie faire quelque chose. C'est ce qu'on s'est forcé de faire, et plus on approchait de la fin, plus on était audacieux, à la fois de par l'ancienneté, et puis de par ce qu'on sentait aussi que ça va peut-être plus durer aussi longtemps que ça a duré. Malheureusement, ça allait encore durer très longtemps pour nous. Bref, jusqu'à janvier 1945. Janvier 1945, on savait que on savait en janvier 1945 que les soviétiques avaient lancé à la demande de Churchill, ils avaient avancé leur grande offensive, tout ça, on était assez au courant, hein. Leur grande offensive, parce que les Occidentaux risquaient de prendre une pilée à l'ouest. Et bon, enfin, c'est le dernier grand moment de la Deuxième Guerre mondiale, en Europe en tout cas. Bon, ça pouvait durer quelques mois, ça a duré quelques mois. Mais bon, c'était bien parti. Donc, en janvier 1945, le 18 janvier ou le 17 janvier, l'ordre est venu de ne plus aller travailler. On est donc resté au camp. On a tourné plus ou moins en rond toute la journée. On était comme 10 000, plus de 10 000 d'ailleurs. Et à la tombée du jour, on nous a distribué ce qui pouvait être distribué de pain, de margarine, disons, des rations plus généreuses que d'habitude. Et on savait qu'on évacuait le camp. Évacuer le camp, c'était plein d'inconnus. Hein. Est-ce qu'ils vont nous conduire à Auschwitz pour nous exterminer? Où est-ce qu'ils vont nous conduire? Nous, la guerre est partout. Et ça a été la fameuse marche de la mort par l'évacuation des camps de Haute-Silésie. On a mis en route 60 000 déportés.
en un interminable cortège, entouré de SS, qui abattaient sans pitié ceux qui ne pouvaient plus marcher. Et ils avaient abandonné sur place un certain nombre de moribonds, de malades. J'ai un projecteur là qui me donne en plein dans l'œil. Si on n'a pas besoin. Alors attendez, on va. C'était une proportion épouvantable de vie humaine. Mettre en marche le 18 janvier en Haute-Silésie, il faisait facilement moins 12, moins 15, peut-être plus même. Des gens épuisés, mal nourris, pas habillés, pas nourris. Et pour une marche dont on ne savait pas quelle serait la fin, ni où on allait. Donc on a marché. Ils nous ont traînés comme ça pendant des heures et des heures, jusqu'au point où on est arrivé, on a dû marcher toute la nuit. À la fin de cette nuit, on est arrivé dans une briqueterie, un endroit où on faisait des briques, une vaste usine de briques, où ils ont toléré qu'on s'arrête. On s'est donc arrêté, on s'est effondré. Ensuite, ces brigands ont fait passer le mot que ceux qui ne peuvent pas marcher se présentent, parce qu'on les emmènerait en camion. En fait, ils ont descendu à la mitrailleuse. Et puis on est reparti, on a encore marché. Et enfin, la partie du cortège dans laquelle j'étais, je ne sais pas ce qui est devenu le reste, je ne voyais pas tout. Hein. Nous sommes arrivés à un endroit où nous attendait un train. Peut-être même plusieurs trains, moi. J'ai vu un train. C'était un train de fourgons découverts. C'était même pas des wagons de marchandises, c'était des fourgons découverts. Nous sommes quand même dans la nuit du 19 janvier ou du 20 janvier 1945. Et là, on nous a donné l'ordre de grimper dans ces fourgons. Comme on a pu, on s'est hissé dans le fourgon. Je me rappelle avoir pris un coup au creux de l'estomac. J'ai donc mis mes mains comme ça. J'ai regardé en face de moi, il y avait un vieux SS. Et j'ai pas eu le temps de comprendre pourquoi j'ai pris ce coup au creux de l'estomac. Mais quand on a été séparés, j'avais un pain dans les mains. Il m'avait donné un pain. Le vieux SS. Qu'est-ce qu'il dit? Un retour d'humanisme, hein, un restant d'humanisme enfoui quelque part. C'est compliqué la mécanique humaine. Hein. Ça ne se domine pas d'un seul coup, il faut y regarder à plusieurs fois. Bref, nous voilà dans le wagon, dans le fourgon. Alors bon, tout le train était fait de fourgons, nous devions être plusieurs dizaines, ce que je dirais 60 ou 80, j'en sais rien. C'était tassé, il faisait froid, on se serrait les uns contre les autres, des mourants, des morts. Et le train a roulé, il roulait 3 heures, il s'arrêtait 2 heures, il repartait, ça a duré le lendemain toute la journée, et la nuit du lendemain. Et nous nous sommes trouvés à un moment à Prague, dans la banlieue de Prague. Ceux qui lisaient bien les panneaux, c'est du tchèque. On était donc dans la banlieue de Prague. Le train s'est arrêté. Nous étions en dessous d'un pont. Le jour a commencé à se lever, et donc il devait être entre 6h et 8h du matin, en hiver. Bon. On voyait des gens marcher sur le pont, des gens qui se rendaient à leur travail. Presque tous avaient une musette, c'était des travailleurs qui allaient vers des usines. Puis ils ont regardé, ils ont vu ce qu'il y avait en dessous, et les musettes ont commencé à s'ouvrir. Des hommes, des femmes nous lançaient leur pain, ce qu'ils avaient dans la musette. Ils voyaient un train de mourants qui était en dessous et de détenus. C'est pas difficile à comprendre. Et ça aussi, c'est un souvenir ineffaçable de ces Tchèques qui risquaient de se faire tirer dedans, parce qu'ils risquaient leur vie. Et ils ont jeté leur casse-croûte, ce qu'ils avaient à manger.
des gars qui était avec moi dans le wagon a attrapé un pain entier. Attrapé le pain, il a serré contre lui. Les autres se sont jetés sur lui. Je suis arrivé à le dégager en hurlant en allemand. Je l'ai dégagé, je me suis trouvé en face de lui, il avait son pain comme ça, il était un pauvre. Puis alors on meurt pour un pain? T'as pas quelqu'un que tu veux revoir? Il s'est mis à pleurer avec son pain contre lui. Si tu veux que j'aide à partager le pain? Il a desserré ses mains, il m'a tendu son pain. Tout le monde me regardait, enfin tout le monde, les copains qui étaient autour. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai sorti ma cuillère affûtée, parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir un couteau, c'était le manche de la cuillère qui était transformé en couteau. J'ai coupé un bon bout de pain, je lui ai donné à lui. Puis c'est lui qui l'a attrapé, hein. Tout le monde comme ça. J'ai coupé des tranches, distribuées autour de moi. Quand je suis arrivé au dernier quignon, les autres ont commencé à crier « pour toi, pour toi ». J'ai mangé mon bout de pain. Et le gars n'arrêtait pas de pleurer parce qu'il s'est rendu compte. Tout à coup, il réalisait qu'il allait mourir pour ce sacré pain. Il ne l'aurait pas emporté au paradis. Et la sérénité est revenue. On était dans ce wagon où on gelait littéralement. Bien. Et mon train, enfin, la partie du train à laquelle je me trouvais, on a fini par arriver à Buchenwald. Buchenwald, au centre de l'Allemagne, en Thuringe. Buchenwald avait une solide réputation de camp de concentration bien établi. Bien, alors là, on compte les survivants, redéshabillés, rebains au mercril pour nous désinfecter. Bref, nous l'a incorporé dans le camp de Buchenwald. Un univers assez différent. Buchenwald est un camp de politique, au sens noble du mot. Hein. C'est un camp de résistance de tous les pays. Nous étions dans la partie de quarantaine du camp, c'est-à-dire la partie la plus ancienne, logée, c'est pas croyable. Ce qu'on appelle le petit camp. Enfin, le petit camp, ce qu'on appelle le petit camp, en Buchenwald. Livré à toutes les détresses et à toutes les brutalités et à tous les enfers possibles. Bien. Nous sommes donc à Buchenwald. Et là, Buchenwald est un camp prévu, je sais pas, peut-être pour, disons, 5, 7 000, 8 000. On savait qu'on était déjà plus de 40 000, parce que les camps se repliaient, hein. Bien. Buchenwald. Et puis, il faudra absolument pas sortir de là. Absolument essayer de partir de là. On n'a aucune chance d'être admis au grand camp, qui est un camp plus organisé, plus. Là, c'était le chaos, c'est-à-dire il n'y avait pas. Chaos il n'y avait pas de. Oui. Comment. Enfin. Ça fonctionnait encore, hein. C'était pas livré à lui-même le camp. Ça fonctionnait. Mais avec une hiérarchie d'anciens complètement dépassée, comment discipliner une masse humaine dont il semble que rien n'arrêtera l'arrivée, hein. Bon. Au bout de quelques jours, se forme un commando d'électriciens. Ça faisait, je ne sais pas, une semaine ou une semaine et demie que j'étais là, peut-être 2 semaines, je ne sais pas. Commando d'électriciens. Il faut être électricien, hein. Je prends le risque. Alors que je n'avais jamais été volontaire à aucun travail. Discipliné, oui, dans la mesure où ça servait ma vie, volontaire, jamais. Ni pour le meilleur, ni pour le pire. Bon, électricien. Alors on est trié, là, peut-être une petite centaine.
dont la plupart étaient effectivement électriciens. Mais on va passer un examen. On nous amène devant un SS, moyennement gradé, qui pose des questions. Le premier qui ne comprend pas l'allemand, je sors, je claque des talons, puis ich spreche Deutsch. Da komm her. Bon, alors me voilà à traduire autant que possible. Il y a des termes techniques qui m'échappaient, mais enfin bon, ça s'arrange. Et je vois aux questions qu'il pose, c'est qu'il faut vraiment être électricien. Je ne sais pas comment je vais me tirer de là, moi. Puis arrive mon tour, je reclaque des talons, je lui dis « Ich bin Dolmetscher », je suis interprète. Alors, bon, alors on y va. Et je passe comme ça, me voilà embauché comme électricien. Le plus drôle, c'est pas encore ça. Bon, alors on me met dans un train, des trains de marchandises, mais moins serrés. Dans chaque train, un jeune SS. On nous distribue nos rations. Bon, et nous partons. On va rouler aussi, là, une nuit, mais 2 jours complètes. On va aller quelque part vers le centre de l'Allemagne. Le nom de la ville m'échappe. Bref, on nous débarque dans une forêt, où il y a un petit camp, où il y a 400 à 500 détenus. C'est donc une petite unité. Dans ce petit camp, on arrive à la tombée du jour, bien, on s'enferme dans les baraques, dans les blocs, et au matin, appel, bon, alors on est rangés, je crois qu'on n'est pas très nombreux, on nous divise en commandos de travail, nous sommes des techniciens, et on nous amène au cœur de la forêt. Et là vient un officier supérieur SS, qui avait dû trouver sa planque, je ne sais pas par quel moyen, et qui, pour la première fois, s'adresse à nous en disant « Meine Herren », c'est-à-dire « messieurs ». Jamais, personne ne s'était adressé aux détenus en disant « messieurs ». Et il dit « Ici va s'élever l'usine électrique de je ne sais plus quoi ». Regarde, on était au milieu des arbres. Et en fait, l'électricien, on a commencé à débroussailler et à couper des arbres. C'était ça le recrutement des techniciens certifiés. En fait, il n'y avait rien de construit. Et je me rappelle, là, au cours de la journée, on était survolés par des escadrilles d'avions, il y avait des avions américains, il y avait des avions allemands, bon. Il y avait un civil qui travaillait là, aussi, un des cadres de l'entreprise, sûrement, qui lève la tête et qui dit en allemand, comme ça, en aparté, si seulement il nous lançait des cigarettes en regardant les avions américains. Et moi, je reprends la balle au bon, je lui attendais quelques mois. Il me regarde, il dit « Dummkopf, imbécile, tu veux dire quelques jours ?» Donc la guerre était pratiquement finie. Moi, je lui dis quelques mois pour ne pas avoir l'air d'aller au-devant de mes désirs. Il m'a dit « Il n'y avait plus que pour quelques jours, ça va être fini. » Puis on nous a ramenés à Buchenwald. Par le même chemin. Le soir même. Quelques jours après. 2-3 jours après. 2-3 jours après, retrain, re-embarquement, on a évacué ce petit camp pour retourner à Buchenwald. Je m'étais lié avec un résistant français. Le hasard a voulu qu'on soit dans le même wagon, puis qu'on dorme l'un à côté de l'autre, puis bon, enfin, un bon camarade que j'ai longtemps eu comme un ami proche, qui est mort il y a bien des années déjà. Alors lui, il avait un passé énorme de militaire, de militant, un sous-marinier. Il avait bourlingué, il avait une expérience énorme de toutes les prisons, de toutes les clandestinités. Mais un type simple, courageux, qui n'a jamais pu comprendre que moi j'étais juif et lui pas. J'étais le seul juif qu'il connaissait. Mais il nous emmerde avec ça. Lui, là-bas, il m'en désigne. Il est juif aussi? Je dis oui, il est juif. Je le connais, il est juif. Écoute, je ne vais pas le regarder, mais pourquoi il est fabriqué autrement que moi? Il n'arrive pas à se mettre dans la tête ce que ça pouvait bien signifier. Et mais physiquement, vous n'étiez pas plus dévasté quand même? Vous n'étiez pas plus dévasté physiquement? Non. Non. Ah si, bon, bien sûr. Il avait l'air d'avoir 20 ans de plus que son âge, mais bon, il avait... Moi, j'étais un tout jeune, hein. J'avais 23 ans. Lui, il en avait peut-être 32 ou 33, mais par rapport à moi, il avait plus que la moitié de mon âge. Hein.
Au camp, des gens de 70 ans, j'en ai pas connu, hein, des gens de 55 non plus. Mais des gens qui avaient 35 ans ou 34 ans, c'était des gens à qui je parlais comme on me parle à moi aujourd'hui. Comme on devrait me parler à moi. Bien. Et Gaby, avec Gaby, on est revenu ensemble à Brunwald. Et on se parlait de mille et une choses, de son passé de militant, de sa jeune femme qu'il avait laissée, qu'il espérait revoir, d'une petite fille que j'ai connue après, quand nous sommes rentrés. J'ai connu qui était une très jolie femme. Elle avait elle-même 25 ou 28 ans. Bon. J'ai connu longtemps après. Et à Brunwald, c'était la dernière phase de la guerre. À Brunwald, les Allemands s'étaient mis dans la tête, comme partout, d'évacuer le camp. Ils ne savaient pas où ils emmèneraient. Les Américains arrivaient d'un côté, les Soviétiques de l'autre. Les Soviétiques étaient à l'entrée de Berlin. Les Allemands étaient presque à l'Oder, la fameuse frontière Oder-Neisse. On a fait des films. Bon, ils se sont mis dans la tête d'évacuer le camp. Et a commencé une bataille, une vraie bataille, pour ne pas se laisser évacuer. Alors évidemment, la bataille ne se déroulait pas à coups de poing, ni avec des armes, mais il fallait leur glisser entre les pattes, il fallait bien. Et nous étions toujours au petit camp. Mais quand nous sommes revenus à Brunwald, nous n'étions pas depuis 2 heures dans le petit camp, que quelqu'un est venu voir mon copain Gaby. Qu'est-ce que tu as besoin? J'ai plus de chaussures. Je t'apporte 2 paires de chaussures, il a dit à mon copain. Il m'a pris sous son aile. C'était l'organisation du camp qui se manifestait avec une efficacité invraisemblable. Bien. On a passé la première nuit. Le lendemain, je surprends une conversation entre les cadres allemands que le petit camp va être bloqué et complètement évacué. Je dis à Gaby, demande pas ton reste, viens. Je viens d'entendre qu'il bloque le camp d'une minute à l'autre. Et on a réussi à passer dans le grand camp. Où lui avait, il espérait retrouver des amitiés. Bon, on est passé dans le grand camp. Et effectivement, le petit camp a été entièrement évacué. Auparavant, il y avait eu une séquence qui mérite aussi d'être racontée. Ils ont fait un appel général demandant à tous les juifs du petit camp de se présenter. Puis évacuer les juifs en priorité. Bon, ça pouvait être que mauvais signe. Hein, il y a des gens qui ne pouvaient pas faire autrement que de se présenter, que de s'avancer. Hein. On ne pouvait pas faire comme s'il n'y avait aucun juif. Plus de la moitié était juif. Bien. Moi, j'ai dit, je ne bouge pas. Et Gaby m'a dit, tu ne bouges pas. S'ils appellent les juifs sans les appeler par leur numéro, c'est qu'ils n'ont plus les moyens de savoir qui est juif, qui n'est pas. Et ils ne prendront pas le temps de vérifier. Alors, voyant que trop peu de juifs se présentaient, ils ont fait 2 rangées de SS et obligé tout le petit camp à passer entre les 2 rangs. Et au pif, comme ça, au jugé, ils décidaient qui est juif, qui n'est pas juif. Alors là, il s'est passé quelque chose. Et j'aurais bien aimé que Rosenberg soit là pour lui expliquer ce que c'est que les théories du racisme. Nous passons, un SS arrête celui qui est devant moi, qui n'était pas juif. Jude! Et moi, je dis en allemand, mais il n'est pas juif, lui, je le connais. C'est pas un juif. Bon, il le lâche. Il me laisse passer, il prend celui qui est derrière moi. Et je me retourne, je me suis dit, mais celui-là non plus n'est pas juif. C'est un étudiant de Bordeaux. Il le lâche aussi. Moi, il ne m'a rien dit, et on est passés tous les 3. Après, je dis, tu vois ce que c'est que les théories sont un juif à 1 kilomètre. Ben, ils ont débouché, hein. Et bon, on est sorti comme ça, voilà. Jusqu'à la dernière minute. C'était tragique tout le temps. Mais le grotesque, le stupide, ne les a jamais lâchés. Même au comble de la tragédie, il y avait du grotesque et du stupide. D'eux et nous, c'est nous qui étions les hommes, pas eux. Ils avaient accepté de ne pas être des hommes, de ne plus être des hommes. Ils n'avaient plus la dimension
humaine dans ce que ça, dans ce que ça entend, d'intelligence. Bon, c'est comme ça. Bref. On a donc réussi à passer avec Gabi dans le grand camp. Il y a eu encore des choses. À la fin, ils ont quand même réussi à en sortir quelques centaines. Et dans les dernières centaines, nous étions Gabi et moi. Et ils nous ont provisoirement enfermés dans un local annexe du camp de Buchenwald, mais qui était tout proche. Un grand bâtiment immense dans lequel ils ont enfermé plusieurs milliers de types. Et là, j'ai assisté à une scène où des Russes qui se tenaient entre eux, des Russes et des Ukrainiens, se jetaient sur des types qui étaient mieux habillés qu'eux, leur volaient leurs vêtements, leur volaient la sauvagerie complètement. C'était. Chacun luttait pour sa vie, hein, avec ce qu'il avait de culture en lui. Et ça me donne une idée. Je dis à mes quelques copains les plus proches avec qui on se tenait, si tu sais l'officier SS qui est à la porte et qui fait sortir les gars, je le connais. C'est un ancien de Bunamanovic. Si j'allais le voir pour lui dire qu'on a peur des Russes, que les Français, on voudrait partir ensemble, à la fin, ou à la rigueur au commencement, mais à la fin, mais ensemble. Ça nous ferait gagner du temps. Bon, ce monde, c'est jouable, c'est pas jouable, c'est une folie d'ailleurs. Ça tirait, ça battait, ça assommait. C'était une folie complète, mais une audace. Bon, évidemment, les copains disent oui, ça peut être jouable, d'autant plus que c'est moi qui prends les risques. Mais les pauvres, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Bon, je me lève, je franchis les rangs, je me présente devant l'officier Rakash, qui était le deuxième officier dans le rang au camp de Bunamanovic. C'est un haut gradé, hein. Je claque des talons et je lui dis dans mon plus bel allemand, en l'appelant par son grade, je lui dis j'ai servi sous vos ordres à Bunamanovic pendant 1 an et demi. Je me permets de vous demander ceci. Et je lui expose. Puis tu te mets là, je dis tu arrêtes tous les Français que tu vois passer. La première chose que je passe, c'est le mot d'ordre. Et des Espagnols arrachent le dernier trait du E, les Italiens se mettent de trait au travers du I. Et on naturalise comme ça un petit nombre de Français, peut-être 15 ou 20 copains. Et on attend, et pendant ce temps-là, malheureusement, d'autres sortent, mais nous, on gagne des minutes. Et éclate une alerte aérienne. Fin de l'évacuation. Quand il y avait alerte aérienne, les SS couraient se planquer. Ça a été la fin de l'évacuation de Buchenwald. Et c'est comme ça que nous avons survécu. Par ce dernier. J'ose pas dire trait de génie parce que ce serait immodeste, mais c'est comme ça. Ça s'est passé comme ça, comme je vous le dis. Et donc, nous sommes restés là, et finalement, on nous a réintégrés, on nous a fait retourner dans le camp. On a passé une dernière nuit, c'était la nuit du 10 avril 1945. Le 11 avril 1945, il était interdit de sortir des blocs. On n'évacuait plus, mais interdiction de sortir des blocs. Et à Buchenwald, l'état-major se tenait donc dans un bâtiment, un vaste bâtiment qui était au-dessus du portail d'entrée, avec des haut-parleurs. C'était une ville, Buchenwald. Hein. Bon, transmettait des ordres, des trucs, des machins. Bon. Il est 11h, il est midi. On ne sait pas si on aura une soupe, si on aura quelque chose. C'est la grande préoccupation dans le camp, c'est ce qu'on mange, à quelle heure on mange. Comme quand on est invité le vendredi chez la belle-mère. Et il est 13h. Les haut-parleurs commencent à hurler « Achtung, Achtung !» Ça veut dire « Attention, attention !»« Alarme Nummer 3 !»« Alarme Nummer 3 !» Je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Est-ce qu'ils vont mettre le feu au camp? On ne voit rien se passer, mais le mot d'ordre est répété plusieurs fois. Puis en regardant par les fenêtres,
voit un SS s'avancer, suivi par un détenu qui tient un revolver. Alarme numéro 3, c'était l'insurrection du camp. Les détenus avaient pendant des mois et des mois et des mois, pièce par pièce, accumulé de quoi reconstituer quelques armes. Les risques pris par ces gens étaient inimaginables, en vue d'une insurrection finale. Et ils ont déclenché l'insurrection. Et les SS se sont rendus. Des SS se sont rendus. Ils sont allés à l'assaut d'un mirador. Il y avait un vieux SS là-dedans, il ne tirait pas sur moi, je descends, il a remis sa mitraillette. Il y a eu plus de 200 SS prisonniers qui ont été enfermés dans un des blocs. À aucun il n'a manqué un cheveu. Il était entre 13h et 14h. À 16h, le premier commando américain est entré dans le camp de Buchenwald. La résistance du camp leur a remis 200 prisonniers SS. Le camp était libre. Voilà comment nous avons été libérés. Alors, on est passé de l'état de détenu à l'état de détenu libre. Ça n'a pas été euphorique. Ça n'a pas été l'euphorie. Ce n'est pas la libération de Paris. Libre, ça veut dire qu'on retrouvait notre disponibilité d'esprit pour penser à tout ce qui ne verrait pas la liberté. Donc, ça n'a pas été un moment de gaieté. C'était un moment où le deuil est remonté à la surface. Pas seulement, bien sûr, de nos êtres chers, ceux d'entre nous qui avaient vu périr les leurs, parents, femmes, enfants, mais tous ceux qui avaient vu périr tous les autres des mêmes solidarités, des mêmes combats, des mêmes espoirs, avec qui on avait échangé des projets, avec qui on était libre. On a mis un temps à réaliser qu'on était libre, que la guerre était finie. Pour nous, en tout cas. Mais la guerre continuait. C'est tellement vrai que le lendemain matin, un commando militaire est arrivé. On a commencé, chacun en anglais, à crier bip ceci, bip cela. Tu peux dire, fais signe de nous taire. Tu parlez-moi en français, moi je suis parigo. Réinstallions tant bien que mal dans notre situation nouvelle de gens libres. Ça courait dans tous les sens. Il y avait des mourants, il y avait des militaires, pas très nombreux, des militaires américains qui venaient, qui étaient horrifiés de ce qu'ils voyaient, de ce qu'ils découvraient. Puis il y a eu des civils de Weimar, la petite ville d'à côté. La petite ville, non, la belle ville d'à côté. C'est une jolie ville, Weimar, hein, la République de Weimar. Je dis une petite ville, je voulais dire la petite distance, c'était à 6-7 km de Buchenwald. Les Américains ont obligé les civils de Weimar de monter au camp et de défiler dans le camp pour regarder. Ils avaient du mal à faire comme s'ils ne savaient pas, mais ils savaient qu'il y avait le camp. Mais ils ne pouvaient pas supposer ce qu'il y avait dedans. C'était impossible à supposer. On pouvait habiter à 20 mètres du camp, on ne pouvait pas supposer ce qui se passait dans un camp de concentration. Les lieux de torture, les potences, la mortalité, les monceaux de cadavres qui restaient à ensevelir ou à brûler. Bon. On voyait ces Allemands défiler, on n'avait même pas la force de les haïr. On avait une espèce de mépris et de questionnement à leur sujet, comme au sujet du monde entier d'ailleurs. Ce questionnement, il dure encore, c'est chose de dire. Comment tout ça a été possible et pourquoi finalement? Ça a servi à quoi? À rien. Dans les jours qui ont suivi,
les Américains ont consigné le camp. J'avais peur des épidémies, puis la guerre continuait, hein, la bataille continuait. Bon, on n'était que le 12 avril, le 13 avril. La fin de la guerre, c'est le 8 mai. Hein. Avec un autre camarade, on a décidé de braver la consigne et de sortir. On va sortir. Et les Américains ont monté la garde autour du camp, et ils avaient raison d'ailleurs de ne pas nous laisser nous répandre dans la campagne. Donc on a réussi à sortir, puisque j'ai raconté à un Américain, bon, finalement, bon, il a trouvé légitime qu'on sorte. Donc nous sommes sortis, et nous avons commencé à marcher. 2 rescapés de l'univers concentrationnaire qui marchent libres sur une route vallonnée de la jolie campagne allemande. Nous sommes en avril, il fait beau. C'est la même chose. Et après, il a refait froid au mois de mai. Et nous marchons. On a marché, je ne sais pas, 1 heure, 1 heure et demie, parce qu'on a fait 4 kilomètres ou 5. Le camarade qui était avec moi ne parlait pas un mot d'allemand, c'était un Pyrénéen. Il avait un accent rocailleux, il parlait comme ça, et il avait été arrêté comme passeur à la frontière espagnole. Il était plus âgé que moi et paraissait encore plus âgé qu'il n'était. Alors on marchait un peu comme, pas comme père et fils, mais comme 2 frères différents. On s'est dit, mais si on mangeait quelque chose quelque part, on essayait de manger quelque part. On s'est dit, bon, on va frapper à une porte. Alors on a marché, la première ferme qu'on a vue, un bâtiment agricole, vous allez, on a frappé. Pas de réponse. On voyait que ça remet dedans. Refrappé, 2 fois, 3 fois. Puis la porte s'est entrouverte. Et une dame âgée nous a regardés comme ça, quand elle a vu. On était enrayés en plus, hein. Et squelettique. Elle commence à faire le signe de croix, et je ne savais plus quoi faire. Et je lui dis en allemand, mais ouvrez la porte, madame. Alors elle a ouvert un peu plus la porte. Was wollen Sie denn? Je dis, que voulez-vous? Vous comprenez un peu l'allemand? Mais qu'est-ce que vous voulez? Je lui dis, nix, nous voulons rien. Nous voulons juste entrer. Alors elle a vu qu'on n'était que 2, elle avait peur qu'on soit 200. Nous sommes entrés, puis elle est apparue 1, puis 2, puis 3 femmes plus jeunes. Puis un pépé, qui était le mari de la vieille dame. Et non, je disais toujours rien. Je disais bonjour en allemand à tout le monde. Quand je disais bonjour en allemand, ça les rassurait un peu. Ils se sont regardés, et là, ils se sont dit entre eux. On savait bien ce qui se passait là-haut. Hein. On ne voulait pas savoir, mais on savait que c'était l'enfer là-haut. Entre eux, comme ça. Je n'ai rien dit du tout. Il y avait des enfants, des petits-enfants. Bon, finalement, nous sommes assis. Il y a une grande table de ferme. Nous sommes assis tous les 2. Moi, j'ai pris un des enfants sur mes genoux. Je savais il y a longtemps que je n'ai pas tenu un enfant sur mes genoux. Il regardait, il ne savait pas s'il devait avoir peur. Moi non plus, d'ailleurs. On était un peu paumés. Hein. Et c'est le pépé qui est venu vers nous en disant, mais qu'est-ce que vous voulez en fait? Je dis, vous avez un rasoir et du savon à barbe? Je dis, Rasierzeug, c'est-à-dire matériel de rasage. Je dis, natürlich. Je suis parti, il est revenu avec une cuvette de l'eau chaude, ça vient être un rasoir. On s'est rasés tous les 2, comme ça, devant eux. On voulait refaire une démarche civile. Et après, est-ce peut-être vous voulez manger quelque chose? C'est moi qui ai répondu naturlich. Bon, alors ils nous ont amené du pain, du saindoux, une charcuterie quelconque. Et une des femmes m'a dit, vous savez, je ne sais pas du tout où est mon mari, ni s'il est vivant. Je lui ai quand même répondu, c'est pas moi qui lui ai dit de partir, madame. Elle a baissé la tête. Et on a comme ça échangé quelques mots. Quand on a été propre et nourri, on s'est levé. Je les ai remerciés en allemand.
Je lui dis, je ne vous dis pas au Wiedersehen. Je ne vous dis pas au revoir. Et on est reparti, ils sont restés pantois. Mais j'ai pensé que ce qu'on pouvait faire de mieux, qu'est-ce que je n'allais pas les évangéliser. On est parti, on est sortis, on s'est regardés tous les deux. Et il dit, ouais, c'est salopard. Ils ont quand même dit qu'ils savaient ce qui se passait là-haut. Il faut dire qu'ils n'y pouvaient pas grand-chose. Hein. Bon. Et ils sont partis, ils ont poursuivi notre promenade. Puis on a fait demi-tour, on est retourné au camp. En retournant au camp, nous sommes passés devant un champ sur lequel un ouvrier agricole travaillait. Et moi, je ne connaissais pas grand-chose, je suis un garçon de la ville. Mais mon pote, mon copain, dit, tu sais, tout ça, ce sont des épinards, c'est un champ d'épinards. Alors j'ai interpellé l'ouvrier agricole, en allemand, bien sûr. Et je ne savais pas comment on dit épinard, en allemand, il m'en a jamais servi. Alors je lui ai dit en anglais, spinach. Il m'a dit, da, c'était un russe. Déporté de Russie. J'ai enlevé ma veste, je l'ai mise par terre. Puis, Daimi, donne. Alors il a cueilli des épinards, il m'en a mis plein de vestons. J'avais l'impression que j'en emportais 10 kilos. Quand on nous a fait cuire au camp, il y avait un pont de cuvette. Tout à coup, j'ai eu l'envie d'épinards. Mais j'avais envie d'épinards parce que c'était des épinards libres. On est allé au camp. Les fermiers, avant qu'on parte, nous avaient donné, je crois, 3 ou 4 œufs. Et on est arrivé au camp et nous nous sommes fait des épinards avec un œuf au plat dessus. Là, on savait qu'on était libre. Bon, on est resté au camp pas très longtemps à Buchenwald. Pratiquement le surlendemain, il y a Marcel Paul, qui était le patron de la résistance au camp, et Maurice Nègre, qui était un grand résistant et qui allait devenir le patron de l'agence France-Presse, quelques temps après, ont été emmenés dans un avion spécial et transportés jusqu'à chez De Gaulle. De Gaulle avait demandé qu'on lui amène 2 des dirigeants. Il avait appris, il était informé bien sûr, la libération de Buchenwald, le premier grand camp occidental libéré. Buchenwald, c'est connu de tout le monde. Il s'est passé 48 heures et on a vu Marcel Paul revenir. Il a atterri. Enfin, il a atterri. On l'a amené au milieu du camp. Il avait atterri à Weimar. Et il lui a dit, voilà, j'ai mission du général de Gaulle d'organiser le rapatriement des Français. Je rentrerai moi-même avec le dernier combat de Français. Il est resté jusqu'au bout. Bon, on nous a mis par camion, par train. Bref, on a commencé à évacuer, notamment les Français, vers l'Occident, hein, vers la France. Et nous nous sommes arrêtés à Eisenach. Eisenach, c'est la ville de l'optique. Il y a les firmes d'appareils photo, les lunettes, les jumelles. En Allemagne. En Allemagne, oui, on a remarqué l'arrêt là. Et là, on nous a logés pour une nuit dans une caserne allemande. Il n'y avait plus de militaires allemands, bien sûr. Une jolie caserne récente. Cette caserne, on l'avait en partage avec des soldats américains. Très contents d'être là et de stationner quelque part, parce qu'ils couraient depuis la Normandie. Il nous a enfin, on va manger de la cuisine cuite. Bien. Et il y avait un énorme tas dans la cour où les Américains jetaient ce qu'ils n'avaient pas besoin. Les Américains étaient ravitaillés en petites boîtes carrées, les rations K, la lettre K, les K rations. Et dans ces boîtes, il y avait, chaque jour, ce qu'il fallait pour la journée. 6 feuilles de papier hygiénique, un paquet de 8 cigarettes, du thé en poudre, du lait en poudre, une petite plaquette d'alcool solidifié, enfin, tout ce qu'il faut pour une chose de survie. Tous les jours, ils touchaient leur truc, et ils se trouvaient qu'avec ça. Alors, d'être dans une caserne, ils se sentaient bien, et tout ce qu'ils n'avaient pas besoin, ceux qui ne fumaient pas jetaient des cigarettes, les autres jetaient des savonnettes, bon, bref, ça faisait un tas dans lequel ils nous invitaient à aller choisir ce que nous, on avait besoin, et comme on avait besoin de tout, ça tombait bien. Tout à coup, je vois s'avancer vers moi un grand noir américain, hilar, bonne bouille. Il vient vers moi et dit, Yo, do you speak English? Just a little, my dear.
Will you write a letter for me? Of course I will. Bon, alors il me sort un bloc, il me donne son stylo, il sort son portefeuille, il me montre la photo d'une très jolie fille. This is a French girl. Il avait une fiancée en France. Il est passé quelques mois en France avant de... Oui, my fiancée. Oui, alors bon, moi je me mets la plume à la main. Il dit, go on, go on. Je dis, go on what? You like to a fiancée. Et j'ai écrit une lettre d'amour de la part d'un soldat que je ne connaissais pas à une fille que je n'ai jamais vue. Et c'est aussi un des incidents, une des anecdotes qui a meublé ce périple interminable du retour bien. Et puis nous sommes arrivés à la frontière française. J'ai commandé une minute de silence. Et on nous a transportés jusqu'à Hayange, qui est une ville de Lorraine, pas loin de la frontière. Là, il y avait les formalités de rapatriement, visite médicale rapide, un repas, une carte provisoire de rapatrié, parce qu'on n'avait rien. Hein. Et le lendemain, le dimanche 29 avril, à l'aube, nous avons pris le train pour Paris. C'était un train de banlieue de 3e classe, des vieux wagons, mais un train, avec des banquettes. Un train interminable. Il y avait nous, des déportés, derrière il y avait les prisonniers, il y avait des rapatriés travailleurs, il y avait une foule. Il y avait 2 millions de Français à rapatrier d'Allemagne, hein. C'est pas rien. Hein. Le matin du 29 avril, nous sommes arrivés en vue de Paris. Il devait être 9-10 heures du matin quand nous sommes arrivés à la gare de l'Est. Il y avait là, sur le quai, les scouts, la Croix-Rouge, les bonnes œuvres, qui nous tendaient du thé chaud, du café chaud, qui s'offraient à porter nos bagages, qui... l'accueil. Et il y a un officier qui a hurlé, les déportés devant, les prisonniers derrière, les travailleurs à la fin. Bon, la foule s'est organisée comme ça. Et il y a une clique militaire qui a entamé la Marseillaise. On nous rendait à nous les honneurs que d'autres avaient perdus. Et puis, petit à petit, on est sorti de la gare. Et qu'est-ce qu'on a vu? Les mêmes autobus, aussi bien rangés les uns à côté des autres, qui nous attendaient pour nous ramener à l'hôtel Lutetia, les mêmes qui nous avaient amenés de Drancy à Bobigny. Alors nous sommes arrivés à Lutetia, rapatriés. Interrogatoire, sûreté militaire, toutes les précautions qu'il faut prendre, parce qu'il y avait des miliciens qui se glissaient parmi nous, on avait tous les risques, bon bref. Nous sommes donc à l'hôtel Lutetia ce dimanche 29 avril, dont nous avions remarqué en passant dans les écoles et les lieux publics que c'était le jour des premières élections municipales libres en France après la libération. Bon, nous sommes à Lutetia, ceux de province commencent à se poser des questions, quand est-ce qu'ils vont rentrer chez eux, qu'est-ce qui va se passer. Nous sommes là quelques Parisiens. Et une fois de plus, je me lie à quelqu'un qui habitait le même quartier que moi à Paris. J'habitais à Arts et Métiers. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ne va pas rester là, on s'en va. On a fini toutes les formalités, on nous a lesté de quelques paquets de cigarettes, de pantalons pour ceux qu'on n'avait pas, mais on arrivait comme on arrivait. Hein. Alors tous les deux, on décide de partir, on sort, on est sur le boulevard Raspail, à perte de vue. Pas une voiture, personne. Un dimanche après-midi, tout d'un coup, on voit une voiture qui s'avance. Là, on se met en milieu de la chaussée. La voiture s'arrête. Le type sort la tête, il nous regarde et il voit qui vous rentrez de déportation. Mais oui.
où vous habitez? On dit Arts et Métiers. Il dit, je vous ramène. Il nous a reconduits jusqu'au quartier où nous habitions. Le camarade en question s'appelait Tratner. Il avait laissé une femme et 3 filles, je crois, mais pas déportées à Paris. Il n'était pas sûr de les retrouver. Il avait comme une espèce de peur d'aller chez lui. Je lui ai dit, écoute, moi j'habite là, viens toujours chez moi, on verra. Je me rappelle quand j'ai frappé chez ma concierge, elle est tombée. Une brave femme, adorable, toute la famille, c'était des gens vraiment que j'aimais beaucoup. Une gentillesse, il avait beaucoup fait pour nous, enfin, tout ce qui était possible. Mon Dieu, vous êtes là. Vous êtes là, c'était une façon de me dire, vous êtes là tout seul. Je dis oui, je suis là tout seul. Il dit, mais votre frère est là, votre frère habite chez vous. Mon frère aîné était revenu de la zone sud, avec sa femme, un enfant, mais il n'avait pas récupéré son propre appartement dans lequel il y avait des réfugiés. C'était une situation qu'on a connue à la Libération, hein, et les zones bombardées, tout ça. Bon. Il était dans l'attente de récupérer son appartement. On s'est tombé dans les bras. Et tout de suite a commencé le terrible problème. Quoi dire? Comment dire? Comment dire à ma belle-sœur que son frère, qui avait 1 an de plus que moi et que j'ai vu mourir là-bas, était mort? Comment dire ça? Je n'ai pas dit. J'ai dit, je ne sais pas où il est. Et je suis allé à l'UTC à l'attendre. Pour qu'elle aussi, elle ait quelque chose à attendre. Déjà, pour sa mère, ma mère, on n'a pas de grands espoirs. Puis petit à petit, et les vérités se sont mises en place. Quand nous descendions dans la rue, on nous tombait dessus dans le 3e arrondissement, le plus petit arrondissement de Paris, 2500 déportés. Juifs à 95%, bien sûr. Les gens me tendaient des photos, vous avez connu un tel, vous avez connu un tel. Certains ne pouvaient pas éviter de nous regarder avec une espèce de colère. Hein, comme si, en revenant, on avait pris la place d'autres revenants qui auraient dû revenir. C'était des moments durs, en même temps qu'euphoriques, parce que nous étions libres, nous revenions. J'avais retrouvé mes 2 frères, l'aîné et le plus jeune. Mon camarade avait retrouvé sa femme et ses filles, qui étaient chez lui. Très rapidement, il est allé chez lui. C'était l'euphorie, la fin de la guerre, Qu'est-ce que c'était pour nous? Si nous n'avions pas été, pour moi et quelques autres, au fait des enjeux de ce qui venait de se terminer, de l'avenir qui s'ouvrait, qu'est-ce que nous avions d'autre que le chagrin et le désespoir? Quelques jours après, j'ai su que la LICA, mon organisation d'avant la guerre, s'était reconstituée à Paris. Paris était libre depuis le mois d'août d'avant, hein, de août à mai, hein, c'est 2/3 d'une année. Que les jeunes s'y réunissaient nombreux, et bon, tout de suite, on allait me chercher, pour que tu viennes.
J'y suis allé, je répondais aux questions, à celles auxquelles je pouvais répondre. Et ce qui était terrible, c'est d'affronter, d'être en face de jeunes garçons, de jeunes filles, qui me disaient mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, un tel, un tel. Il fallait essayer de tirer vers le haut, pas laisser s'enfoncer. J'ai rapidement été investi de responsabilités importantes. J'avais cette qualité que n'ont pas d'autres militants de m'exprimer avec aisance, aussi bien avec gravité qu'avec légèreté, quand il faut, bien. Et puis de donner des choses, une explication, des explications, des tentatives d'explication, qui étaient celles de mon engagement. Entre-temps, j'étais devenu membre du Parti communiste à Buchenwald. Je suis de la promotion des communistes français de Buchenwald. C'était quand même pas n'importe quel communiste. C'est de là que datait notre engagement. À quelques-uns, nous étions, je crois, une centaine. Et que signifiait cet engagement? Que nous sortions de la plus abominable faillite de l'organisation humaine de la société et qu'il fallait absolument essayer de construire autre chose. Et c'est pour construire cette autre chose qu'on a jeté notre jeunesse dans une bataille où rien ne comptait plus que de construire le monde nouveau, avec l'énorme prestige que s'était acquise l'Union soviétique, qui a brisé l'appareil militaire allemand. C'est là qu'ils ont été brisés, nulle part ailleurs. Même, bien sûr, avec l'aide irremplaçable des Américains, avec le sacrifice des Américains. Des Américains, des Anglais, de tous les autres. Hein. Jamais il nous est venu à l'idée que les Américains ont eu trop peu de morts. Chaque mort américain pesait autant que chacun de ceux. On en a vu mourir des gens. On savait ce que ça signifiait. On savait aussi ce que pouvaient ressentir les parents américains qui avaient vu partir un garçon ou deux ou trois. Nous n'étions les ennemis de personne, pas même des Allemands. J'avais une haine illimitée pour le nazisme. Je n'en avais pas pour les Allemands. Je n'ai jamais eu de haine pour les Allemands. Confondre tous les Allemands dans le même opprobre, le premier des risques d'une telle situation, c'était d'en punir aucun. On ne punit pas 70 millions de personnes. Hein. Donc l'amnistie pour les nazis, c'était de haïr les Allemands. Vous voyez, c'est ça, les Allemands. Hein, bien. J'étais un des premiers militants politiques d'une certaine envergure à aller rencontrer une délégation allemande à Strasbourg, peu de temps après la guerre. J'avais en face de moi des résistants allemands. J'étais un des premiers à dénoncer l'escroquerie de la réconciliation. Se réconcilier avec qui? Avec ceux avec qui on n'était pas fâchés? Ou avec ceux avec qui il n'y a pas de réconciliation possible? Vous voulez dire la réconciliation Adenauer de Gaulle? La réconciliation franco-allemande. Oui, c'est ça, enfin... Bien. L'idée de l'Europe, c'est pas venu tout de suite, hein. J'ai passé des années, hein, bien. De Gaulle, c'est 1960, hein, 15 ans après la guerre. Hein. Il revient au pouvoir en 58. Oui, c'est le traité de l'Élysée en 63, enfin c'est 60. La rencontre avec Adenauer, oui, c'est ça. C'est 15 années après. Hein, attention au raccourci. Hein. Non, bien sûr, non mais... Bien, mais l'idée, bon, l'Europe, bien sûr qu'il faut faire l'Europe, mais... faut faire l'Europe. Mais nous savons que l'Europe hitlérienne
c'est celle que les mêmes maîtres des forges et des industries allemandes avaient voulu faire dans les conditions d'une soumission à l'esclavage de tous les autres. Et qu'il y avait des risques que la construction européenne soit le nouvel alibi inventé par les mêmes. Nous savions aussi qu'en 1945, l'âge moyen d'une machine-outil en Allemagne était de 8 ans. Il était de 28 ans en France. Nous savions aussi que malgré les destructions à l'invasion, le potentiel allemand industriel était en 1946 le double de 1938. Et qu'en France, il a fallu attendre 12 ans pour récupérer notre potentiel industriel de 1928. Et le rapport des forces. Nous savions qu'on avait commencé par un mark qui équivaut à 1 franc. Et que petit à petit, le mark en valait 2, puis 3. Donc, le rapport des forces, bien sûr, politiques, mais historiques aussi, hein. Bien sûr. Pas toutes les garanties. Hein. Et bientôt, on parle, il y a la guerre froide, et bientôt, on parle de constituer une force militaire européenne. Mais pour qui? Pour aller se battre contre les Russes. J'ai été candidat aux élections en 1956, dans ce quartier. 11 ans après la guerre. Je raconte ça parce que on faisait des réunions dans des salons, dans des réunions de famille, pour parler de politique, pour défendre chacun son programme. Je suis un soir dans un salon cossu d'une famille bien à l'aise, dans le quartier de la Gare de l'Est. Il y a là une dizaine d'invités, dont 1 ou 2 porte-paroles d'autres listes que la mienne. Bon, ça se passait d'une façon très courtoise. Et une femme parle. Une femme endiamantée, embijoutée, donc pas une lavandière. Hein. Et elle dit, quoi qu'il arrive, comme ça en nous regardant tous, l'Union soviétique, c'est ma mère. Moi, j'étais à Auschwitz quand les soviétiques sont arrivés. Donc je suis né une 2e fois. Et je suis contre tout ce qui est anti-soviétique. Qu'est-ce que vous voulez que le candidat communiste ajoute? Qu'est-ce qu'il y avait à dire de plus? C'était ça qui était dans l'esprit, dans le cœur, dans la reconnaissance des gens. Les 17 millions de morts soviétiques, militaires et civils. L'immense prestige alimenté par le soufflet incessant du culte de la personnalité du dieu Staline. Mais le Staline que nous admirions, nous, les non-soviétiques, c'était celui qui symbolisait la résistance des soviétiques et leur victoire remportée sur le nazisme. Quelle raison on avait de ne pas éprouver cette reconnaissance et cette admiration, qui était celle de De Gaulle. De Gaulle parlant de l'armée rouge, rouge du sang de ses héros. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Oui. Alors voilà d'où il faut partir. Si on veut essayer de comprendre ce qui s'est passé après, comment les choses ont évolué. Alors moi, je veux bien qu'on parle de la suite, quand vous voudrez. Juste une dernière question. Oui. Vous avez eu 3 enfants, c'est ça? Pardon? Vous avez eu 3 enfants? Oui, la petite jeune fille que j'avais remarquée au cours de la réunion dont je vous ai dite, elle avait perdu son père, sa mère, une petite sœur de 4 ans déportée. Donc nos 2 solitudes étaient faites pour se rencontrer, se connaître et s'aimer. Nous nous sommes mariés parce qu'on ne savait pas faire autre chose que se marier. Elle avait 18 ans, moi 23. Rapidement, on a eu une première fille qui a aujourd'hui 57 ans, est un médecin bien établi. Puis, près de 3 ans après, on a une seconde fille qui est aujourd'hui un vieux professeur d'université en Angleterre. Puis 15 ans après, on a eu un bâton de vieillesse, une 3e fille,
qui a aujourd'hui 40 ans, qui est un cadre supérieur dans la gestion, l'organisation des sociétés. Et ma femme a disparu il y a 1 an et demi. Après un long parcours commun. Voilà. On en est là. Merci.